Bon, bah, du coup, merci Jérémy pour l'introduction. Donc, on va vous présenter les résultats du projet NIAC 2040 qui a commencé il y a 2-3 ans, je pense maintenant, qui était un projet initialement qui est parti d'une question méthodologique qu'on a eue avec Robin sur comment est-ce qu'on fait de la prospective en mariant les approches qualitatives et quantitatives. Donc, avec cette question, on a monté ce projet. Moi, je partais en expatriation au Sénégal, donc il s'est trouvé que Jérémy était au Sénégal et travaillait sur les NIAI, donc c'est comme ça qu'on a monté et qu'on est arrivé sur la prospective NIAI 2040. Donc on a mené ce projet qui n'est pas encore fini puisque Florent nous a rejoint pour terminer la dernière partie de modélisation, mais on va vous montrer les résultats intermédiaires. Avant de commencer, je vous fais juste une petite introduction sur les NIAI. Qu'est-ce que c'est cette zone? C'est la zone entre Dakar et Saint-Louis au Sénégal, et c'est une zone qui est connue pour sa production maraîchère, parce qu'en fait, elle a une nappe phréatique plus profonde. Et donc, depuis les années 90, les agriculteurs des Niayes, qui avant faisaient des cultures non irriguées, ont commencé à faire du maraîchage. Et maintenant, elle produit 70% des cultures maraîchères du Sénégal. Donc, c'est vraiment une zone très, très importante pour ça. C'est aussi une zone de pêche très importante, puisqu'elle est sur toute la côte. Donc, il y a une grande dynamique de pêcherie aussi. Beaucoup de vergers de mangue qui viennent pour Dakar, qui sont surtout exportés à Dakar. Il y a aussi des activités minières très importantes et qui sont grandissantes, avec 2 mines pour l'instant, et des plans d'installation d'autres mines dans les années à venir. Donc, cette installation de mines est assez conflictuelle avec les activités actuelles, avec les agriculteurs, et pose pas mal de questions justement sur le prélèvement en eau de la nappe phréatique et aussi les pollutions de l'eau. Phosphate et zircon. Et autre grande dynamique des Niayes, c'est l'étalement urbain, parce qu'on est à la zone entre Dakar et Saint-Louis, et du coup Dakar, qui a une croissance démographique super forte, a un étalement urbain très, très important, et du coup tout le monde parle des Niayes qui se font grignoter par l'espace urbain, par la ville, etc. Donc toutes ces dynamiques qu'on voit aujourd'hui posent beaucoup de questions sur l'avenir. Là, on a fait un peu de... C'est Audrey Joliveau qui nous a fait des cartes de télédétection pour la zone, et elle a montré qu'en 8 ans, on a eu plus de 65% d'espace urbain, et aussi l'espace irrigué a augmenté. Et parallèlement à ça, en 50 ans, on a perdu 7 mètres sur la nappe phréatique. C'est absolument énorme. Donc ces questions, elles posent vraiment... Enfin, la question de l'avenir des Niayes, où toutes ces activités dépendent quand même de la nappe phréatique, se pose. D'où le projet de prospective. Je te laisse présenter les... Et donc, comme je disais Camille tout à l'heure, le truc a commencé un soir de discussion lors d'une école chercheur où on s'est assis ensemble et puis on a commencé à parler un peu de la façon dont on travaillait. Et moi, ça faisait assez longtemps que je travaillais sur la collaboration de scénarios, on en parlera tout à l'heure, mais d'autres approches essentiellement qualitatives. Et ça m'avait toujours titillé quelque part de me dire, bon, il y a aussi ces dimensions, on fait de la scénarisation à partir de modèles quantitatifs, mais la plupart du temps, le couplage entre des scénarios qui auraient été élaborés de façon qualitative et puis ensuite une sorte de quantification de futures alternatives va rester un petit peu une question en suspens. Moi, ça m'intéressait. Camille a dit ça m'intéresse aussi beaucoup. Et du coup, on a commencé comme ça en se disant, et si on essayait de monter quelque chose ensemble. Et donc, au début, on a ramené, on avait récupéré de l'argent du BRIC et de l'Europe, et puis finalement, c'est devenu quelque chose dont on parlera un petit peu plus tard. C'est devenu finalement quelque chose d'assez gros en termes de portée scientifique, je pense, pas tellement en termes de puissance financière. Mais du coup, voilà, donc c'est quelque chose qui s'est monté progressivement avec assez peu de ressources au départ, et puis finalement, bon, là, notre question quand même, c'était comment est-ce qu'on peut coupler, puis surtout à quoi ça sert de coupler, à quoi ça peut servir de coupler ce type d'approche. Pour ce faire, on a pris le cas des Niayes, et donc on a commencé d'abord par se poser une question, quel futur au pluriel pour la zone des Niayes? On reviendra tout à l'heure sur cette notion de futur au pluriel. Et puis, comme c'était aussi on avait quand même une visée à faire atterrir ce travail-là en termes de recherche pour le développement, de recherche dans le développement. Donc une autre question, c'était qu'est-ce qu'on peut en dériver en termes d'actions éventuelles à la suite de ce travail-là, et pas seulement des actions basées sur des approches qualitatives ou quantitatives, mais aussi basées sur ce qu'on peut faire ressortir de ce couplage. Et donc c'était pour ça qu'on avait un peu la question à quoi bon, et de voir si ce à quoi bon pouvait se traduire éventuellement
en action pour la transformation du réseau. Alors, je voudrais juste donner un petit cadrage théorique. Mon domaine, alors je ne me suis pas présenté, pardon, peut-être que je me présente, je ne sais pas si vous me connaissez, je suis, comme je m'appelle Robin Bourgeois, je suis agronome de formation il y a très très longtemps, économiste il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même il y a assez longtemps, et anticipatologue depuis une dizaine d'années. Anticipatologue, ça veut dire que je fais de l'anticipation un champ de recherche. Et donc, du coup, je fais aussi des formations au CIRAD, et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'introduis des travaux qui utilisent l'anticipation, j'essaie de donner un petit cadrage théorique aussi, parce que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde de comprendre les jargons, les termes de cette discipline. Anticipatologue sans H. Anticipatologue, oui, ouais, encore que des fois on pourra en mettre un. Ouais, donc, le point de départ, c'est que depuis une bonne quinzaine d'années, il y a tout un champ de recherche et de publications académiques, scientifiques, dans des journaux, dans des revues reconnues, sur l'anticipation et qui font que l'anticipation aujourd'hui peut être considérée comme une discipline à part entière et dont le sujet est l'étude de la façon dont on se saisit du futur et dont on connecte dans le présent. Et donc, la question sur laquelle on travaille, c'est les modalités d'usage du futur en présent, sachant qu'il y a une définition assez large de l'anticipation qui est en quelque sorte, si je peux dire, l'usage du futur. Et pratiquement, on fait tous l'usage du futur, donc tout le monde anticipe, de façon explicite ou implicite. Et la discipline de l'anticipation a pour objectif d'essayer de clarifier un petit peu ces différentes modalités, sachant que historiquement, la pratique de l'usage du futur, ça a été essentiellement quelque chose d'instrumental. Quand on remonte à très longtemps, les pittis, les oracles, les boules de cristal, les tarots, tout ça, la lecture des os, tout ça, c'était des pratiques d'anticipation instrumentalisées par des moyens. Depuis une dizaine d'années, cette réflexion a amené à considérer qu'il y avait autre chose que de l'instrumentalité dans l'usage du futur, qu'on pouvait réfléchir sur les façons de l'utiliser. L'idée d'une culture du futur, d'apprendre à utiliser le futur, un peu comme on apprend à lire, compter, écrire, a fait son chemin et a fait partie, il y a des publications là-dessus. Et puis, encore plus récemment, la question de se poser, de dire, mais est-ce que c'est vraiment seulement une culture, c'est-à-dire une capacité, est-ce que ça ne va pas au-delà? Est-ce que quelque part, ce n'est pas quelque chose qui est, en tant qu'élément inhérent à la façon de se comporter des humains et des sociétés humaines, est-ce qu'on ne peut pas introduire une notion différente qui est plus approfondie, plus avancée, qui est la conscience du futur? Je ne vais pas la développer aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif de cette intervention, mais en tout cas, c'est pour vous donner un peu ce cadrage. Alors, futur, il y a pas mal de... il y a plusieurs réactions par rapport à plusieurs postures qu'on peut avoir par rapport au futur. Il y en a une qui est de dire, finalement, il y a une posture passive, on accepte ce qui se passe, on va subir, j'ai fait une réplique, voilà, c'est pas attendre, c'est attendre. Pardon. Donc on est dans de la passivité. En quelque sorte, on prend ce qui arrive comme ça vient. Point barre. La posture la plus fréquente qu'on trouve, c'est plutôt la posture de réactivité, c'est-à-dire que l'on va plutôt essayer de s'adapter à des événements auxquels on est confronté brutalement, soudainement, et donc on est dans une stratégie d'attente et de réaction. C'est souvent cette stratégie-là, d'ailleurs, qu'on observe dans la façon dont les gouvernements et les pouvoirs publics se saisissent des questions qui frappent tout d'un coup une société. On l'a vu récemment, avec la pandémie, avec la crise du Covid, où finalement, on a eu de façon très récurrente des gens qui nous disaient on va attendre les prochains résultats des stats des contaminations pour savoir quelle décision on va prendre. Totalement dans la réactivité. Et puis ensuite, il n'y a pas le dernier, là, comment ça se fait? Okay. Et puis, il y a trois attitudes. Alors, ces deux premières-là ne sont pas des attitudes d'usage du futur. Il n'y a pas vraiment d'usage du futur, parce qu'en fait, on ne fait rien. Dans les attitudes d'usage du futur, il y a ce qu'on appelle la préactivité, c'est-à-dire essayer de prévoir ce qui va se passer. Typiquement, c'est ce qu'on fait quand on fait la prévision météorologique. Et là, l'idée, c'est qu'on fait une projection sur ce qu'on connaît, et puis ça nous permet, dans une certaine mesure, de prévoir, et donc de pouvoir se préparer. Je sais qu'il va pleuvoir demain, donc je prends un parapluie quand je vais sortir demain matin. Ça, c'est la préactivité. La proactivité, c'est de se dire que finalement, le futur n'est pas aussi facilement prévisible que ça, et qu'il y a une
un fort degré d'indétermination, d'incertitude, mais qu'on peut agir sur ce qui va se produire en prenant des dispositions dans le présent. Et donc l'idée, c'est d'utiliser le futur en explorant des possibilités, des alternatives, et essayer de faire en sorte que ces alternatives soient finalement, qu'on fasse un choix dans ces alternatives et qu'on essaie de choisir celle qui nous convient le mieux, celle que l'on préfère. Et dans ces deux postures, donc préactive et proactive, on voit bien que le futur, c'est un objectif. On cherche on le positionne comme un objet à atteindre. Alors, soit qu'on le connaît, soit qu'on peut l'explorer, mais c'est en fonction de ça qu'on va décider. Il y a une dernière posture qui est qui est un peu différente, qui est une posture de réflexivité, dans laquelle, en fait, l'usage du futur ne consiste pas nécessairement à vouloir se préparer ou intervenir, mais plutôt à sentir, et sentir ce qui pourrait se passer pour en fait pour sentir différemment le présent. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est pas tellement de projeter ou d'explorer, mais plutôt de révéler des choses qui existent et dont on n'a pas conscience, parce que l'utilisation du futur nous permet de comprendre différemment des réalités d'aujourd'hui. Et donc la stratégie derrière ça, c'est s'ouvrir à de l'inconnu, s'ouvrir à des alternatives différentes qu'on n'aurait même peut-être pas imaginées, et pourtant qui sont, quand on y réfléchit bien, peut-être parfois déjà présentes dans notre temps, dans notre présent. Voilà. Ça, donc ces trois éléments du bas, ce sont vraiment les éléments constitutifs en quelque sorte de l'anticipation en tant que usage du futur. Donc là, c'est le déroulé total de la diapo, parce que en reprenant la partie de droite, donc trois façons différentes d'utiliser le futur, dans la préparation réactive, la planification proactive et l'émergence réflexive. En fait, en revenant en arrière, et ça va nous intéresser pour la modélisation notamment, en revenant en arrière, ces attitudes-là, cette façon d'utiliser le futur, elle est liée à un objectif. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, c'est soit pour connaître le futur, soit pour mieux connaître le présent. Et en amont de ça, l'idée de connaître le futur, elle est aussi déterminée par le fait qu'on puisse soit le percevoir comme quelque chose qui est connaissable, donc on a suffisamment d'éléments pour pouvoir dire des choses avec un certain degré de certitude, parfois de probabilité, ou au contraire de le considérer comme un espace d'incertitude indéterminé, largement indéterminé, dans lequel on ne peut pas établir ni de prédiction ni de probabilité, mais par contre on a la capacité éventuellement de choisir pour orienter l'action, mais on n'est pas non plus nécessairement obligé de choisir, on peut aussi l'utiliser pour comprendre, pour mieux se comprendre, pour mieux réfléchir à ce qu'on fait, et prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement des décisions de type planification stratégique. Alors, l'anticipation comme discipline, il y a trois prémices qui, à mon avis, sont importantes de garder en tête. Le premier, c'est que le futur n'existe pas dans le présent. Ça paraît évident, mais c'est bon de le rappeler. Ce qui existe dans le présent, c'est la façon dont on perçoit le futur. Par définition, ce qui existe dans le présent, ce sont des faits. Le futur n'est pas un fait dans le présent, nécessairement, puisque c'est le futur. Et donc, ce qui est intéressant en corollaire de cette prémisse majeure, c'est là aussi la prémisse mineure, qui est qu'il n'y a pas de vérité sur le futur. Et donc, n'ayant pas de vérité sur le futur, on ne pourra pas avoir de discussion en disant « Ah, la façon dont tu imagines l'avenir, moi j'ai raison et toi tu as tort ». C'est quelque chose qui est incompatible, épistémologiquement incompatible avec la notion même de futur. Et donc, c'est une évidence a posteriori, c'est que le futur est un construit mental. Et donc, je vais vous présenter dans la diapo suivante une illustration de ces différentes constructions mentales. Si vous regardez à gauche le présent, donc on part de la ligne verticale là, qui est le présent. Tout ce qui est au-delà, vers la droite, c'est ce qui est le futur potentiel, le plus tard que maintenant. Alors, si on tire un trait rectiligne du centre de cette ligne-là vers la droite, on a un petit point au milieu qui s'appelle, où c'est marqué prédit. Là, si vous le connaissez, c'est le futur par extrapolation. On prend le nombre de gens qui vivent dans une ville en milieu urbain depuis 50 ans et on fait une extrapolation et on est capable de prédire qu'en 2060, on sera 60%, en 2070, on sera 80%, etc. Donc là, c'est une croyance que, en fait, le savoir présent et l'extrapolation, ce que l'on sait, ce que l'on croit savoir avec certitude est suffisant pour nous dire ce que sera l'avenir. Après, il y a un espace plus large qui est celui de ce qu'on pourrait appeler la plausibilité. C'est en fonction de ce qu'on sait du présent, il y a
le futur peut être en quelque sorte probabilisé, c'est-à-dire qu'on peut dire avec on pense pouvoir dire avec un certain degré de confiance que certaines choses vont se produire et d'autres pas, en fonction des connaissances que l'on a aujourd'hui. Sur les prévisions météorologiques, on est capable de nous dire, par exemple, voilà, demain ou dans une semaine, il y aura 70% de chances que le temps soit au beau fixe, avec un indice de confiance de 2 sur 4. Ça, on est dans le plausible. Pardon, dans le probable. Le plausible, c'est ce que l'on peut considérer comme acceptable en fonction des connaissances qu'on a développées jusqu'à présent. Et donc là, on élargit en quelque sorte cette représentation, cette construction du futur, pour aller dans une dimension où on va nous dire, bah oui, ça pourrait bien se passer. Alors, c'est plus de la probabilité, hein, ce sont des choses qui sont peut-être un peu plus incertaines, mais étant donné les connaissances qu'on développe, ben aujourd'hui, on peut raisonnablement concevoir que ces choses-là vont se produire. Un exemple, on peut raisonnablement concevoir que d'ici quelques années, d'ici une dizaine d'années, une quinzaine d'années, la plupart des ménages européens imprimeront leurs aliments à la maison. Ça, on le sait, puisqu'on sait déjà le faire aujourd'hui, les imprimantes alimentaires en 3 dimensions fonctionnent. Donc après, il n'y a plus qu'à faire un perfectionnement de ce savoir-là, mais il existe déjà. Et puis, comme tout ce qui est informatique devient de moins en moins cher au bout d'un moment, ça sera abordable par tout le monde. On s'achètera des cartouches avec des épices, etc. Et on se fera nos hamburgers chez nous. Donc ça, c'est du plausible. Le possible, qui élargit encore un peu plus cette perception du futur, c'est ce que l'on peut imaginer en se disant, ben, finalement, nos connaissances aujourd'hui, elles vont encore évoluer. Et on sait qu'avec les travaux qu'on fait aujourd'hui, ben, nos connaissances vont encore s'améliorer. Et donc, on peut concevoir, par exemple, que d'ici un certain nombre d'années, les voitures seront propulsées par un moteur à hydrogène. On n'a pas encore les technologies pour le faire, on ne sait pas trop, mais on a une bonne confiance que ce savoir technologique-là nous permettra d'imaginer ce type de transformation, donc en termes de possibilités. Bien évidemment, il y a tout ce qui est au-delà de tout ça, c'est-à-dire ce que l'on va nous qualifier de présomptueux, hein, de totalement improbable, impossible, quand on va faire des représentations du futur, où on va dire, bah, finalement, imaginez-vous, il y a 50 ans ou il y a 60 ans, on aurait dit à quelqu'un qu'on peut se parler, voilà, que je peux parler aux gens qui sont dans des salles, je ne sais même pas où, que je ne connais même pas et qui m'écoutent et qui me voient. Ils auraient dit c'est n'importe quoi, c'est totalement présomptueux, ça n'arrivera jamais. Il y a des tas de choses comme ça. Notre histoire, elle est émaillée de ces choses présomptueuses, impossibles, qui en fait ont transformé fondamentalement l'humanité. Et puis, alors, il y a le préférable, bien évidemment, ça vous connaissez, hein, c'est les futurs souhaitables. Quand on regarde un peu toutes ces constructions-là, on se dit, ben voilà, nous, on voudrait que ce futur-là se produise, et puis aussi les futurs indésirables, les utopies, les dystopies. Donc, tout ça juste pour vous illustrer le fait que, quand on parle de l'avenir, en fait, quand on parle du futur et quand on utilise le futur, on est dans le domaine des perceptions, des représentations, des constructions intellectuelles, des constructions mentales, et non pas dans le domaine des faits. Donc, il faut bien garder ça en tête. OK ? Maintenant, on va, une fois que ce cadrage-là, que cette base est donnée, on va pouvoir retourner à nos NIAI. Là, dans les NIAI, la question très pratique sur laquelle on voulait travailler, c'était, parce qu'il faut toujours avoir une question, hein, quand on utilise ce type d'approche, c'est de se demander quel avenir pour l'espace agro-silvopastoral de la zone sud des Niayes en 2040. Donc, il fallait définir un espace, des acteurs, une thématique et puis un horizon temporel. Les limitations de la zone d'étude, vous la voyez là, donc c'est un peu ce bizarroïdole, je ne sais pas comment on appelle ça, multiforme, qui représente la zone sur laquelle on a travaillé. On a utilisé une méthode que je ne vais pas détailler ici, qui s'appelle la collaboration participative de scénario. Fondamentalement, on a travaillé avec les acteurs et des personnes ressources locales ayant des compétences et des connaissances dans divers domaines, social, technique, écologique, environnement, politique, culturel. Pas seulement académiques, hein, aussi des acteurs locaux, donc des gens qui vivent sur le territoire. Et on a travaillé avec eux sur l'identification de ce qu'on appelait des facteurs de changement, c'est-à-dire des forces qui potentiellement ont la capacité de transformer l'espace agro-silvopastoral des Niayes entre aujourd'hui et 2040. Alors, soit parce qu'on a l'expérience de ces transformations dans le passé, soit parce qu'on les voit agir dans le présent, soit parce que on pense qu'on a des bonnes raisons de penser qu'ils vont être à l'œuvre dans le futur. Et donc là, on ne se limite pas. C'est une liste qui est établie par accord et par compromis. On peut très bien ne pas être tout à fait d'accord, mais comme il n'y a pas de vérité sur le futur, on ne peut pas dire non, tu as tort, ça ne se produira jamais, non, tu as tort, ce n'est pas un facteur de changement. On ne sait pas, on accepte de
façon discutée et négociée ces différents facteurs. Là, il y en a une quarantaine. Et puis, on utilise une analyse structurelle qui est un travail de mise en relation de ces différents facteurs 2 à 2 pour essayer d'identifier en quelque sorte la structure de ce système en termes d'influence et de dépendance. Autrement dit, on réfléchit avec les personnes concernées sur quel facteur agit directement sur quel autre facteur. Et on fait ça, c'est un travail assez fastidieux, puisque quand on a 40 variables, on va analyser à peu près 1600 relations. On passe du temps à le faire, c'est un travail assez rigoureux, néanmoins. Et donc, il en ressort à un moment donné ce qu'on appelle des forces motrices, qui sont celles qui ont le plus d'influence dans ce système-là et qui sont les moins dépendantes. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres, ça veut dire simplement que pour construire des représentations du futur, il est plus efficace, plus intéressant de les prendre comme point d'entrée pour imaginer une transformation que de prendre les autres variables. On ne les écartera pas, les autres variables. Donc là, vous voyez, on en a un certain nombre. Donc c'est à la fois des variables sociales, des variables techniques, des variables économiques, des variables politiques. Donc on essaye toujours d'avoir une sorte de couvrir un peu les différentes dimensions de ce que représente en fait l'existence d'un territoire. Okay. Je vous passe le détail de ce tableau, c'est ce qu'on appelle un tableau morphologique. En fait, pour chacun de ces facteurs qu'on trouve à gauche dans la colonne, on imagine des états du futur qui sont basés à la fois sur des notions de désirabilité, de non-désirabilité, mais aussi de rupture, de créativité. Et donc l'idée, c'est essentiellement de permettre aux participants d'imaginer non seulement le pire, d'imaginer le meilleur, ce qu'on fait généralement très facilement, mais aussi d'imaginer beaucoup d'autres choses, qui seraient ni pire ni meilleures, mais qui seraient très différentes, de sorte qu'on puisse élargir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, s'ouvrir à des alternatives qu'on n'imagine pas nécessairement au départ. Voilà. Et donc, ensuite, on utilise ces états du futur, donc les cellules de ce tableau, en les combinant verticalement, de façon cohérente, pour obtenir ce qu'on appelle des trames ou des synopsis de scénarios de représentation alternative du futur. Donc, on combine ces différents éléments et ça nous donne en quelque sorte un petit paragraphe où l'on décrit à quoi ressemble l'espace agro-silvopastoral des Niayes en 2040, et on l'écrit au présent, puisqu'on considère que c'est le nouvel espace des Niayes à ce moment-là. Et on a un certain nombre de scénarios, de représentations alternatives. Donc on en avait 13 au départ, si je me souviens bien. On a réduit un petit peu, on a travaillé avec un nombre un peu plus réduit. Et on s'est concentré sur 6 d'entre elles, qui ont fait l'objet de représentations animées aussi, parce que la rédaction d'un paragraphe, ce n'est pas non plus très excitant à lire. Et donc, en termes de communication, on a bénéficié de l'appui de graphistes professionnels, si je peux dire, pour représenter ces histoires du futur. Grâce à son écosystème favorable, la zone sud des Niayes est devenue la principale zone de production horticole du Sénégal. Aujourd'hui, l'explosion démographique, l'urbanisation, l'extension de l'agriculture irriguée et l'implantation croissante d'agro-industrie et industries minières menacent cet équilibre. Cette situation nous amène à nous poser des questions sur l'avenir. À quoi ressemblera notre territoire dans 20 ans? Nous avons imaginé différents futurs qui pourraient se produire dans le sud des Niayes. Par exemple, les Niayes sont devenues une grande ville verte où les populations s'autogèrent. L'agriculture s'est adaptée au changement de milieu et a pris la forme d'une micro-agriculture entrepreneuriale, robotisée, hors sol, très diversifiée. Sinon, les Niayes sont recouverts de bidonvilles. L'État ne prend aucune décision. Et les trafics de produits illicites se développent. La dégradation de l'environnement s'est accentuée, entraînant une disparition totale de l'agriculture. Ou bien, la population est répartie au sein d'éco-villages et vit en harmonie avec les ressources naturelles qui sont bien conservées. Les agriculteurs et les agro-industries travaillent ensemble à satisfaire la demande importante en produits agricoles bio. Ou encore, les Niayes se sont reconvertis à l'activité touristique. Après concertation entre les décideurs et la population, la zone est devenue une réserve naturelle destinée aux touristes. Sinon,
Suite à une négociation avec l'État, un conglomérat de compagnies minières a pris possession de la majeure partie des terres. Elle a un accès exclusif aux ressources. L'agriculture a disparu et les populations ont quitté la zone. Ou bien cette fois, les espaces ruraux et urbains cohabitent de manière harmonieuse. La population est cosmopolite, l'économie fructueuse et la société civile organisée et consultée pour les décisions. Les exploitations familiales produisent une alimentation de qualité en collaboration avec les sociétés et l'agriculture patronale. Tous les futurs que nous avons imaginés et bien d'autres encore sont plausibles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'empêche qu'ils aient lieu. La manière que nous aurons d'agir pourrait déterminer l'évolution de notre territoire. Le futur des Niayes n'est pas encore écrit. Nous pouvons changer le futur par nos actions et nos décisions. Et vous, quel futur voulez-vous? Ok. En complément, bien évidemment, un territoire comme celui des Niayes n'existe pas comme une entité complètement autonome et déconnectée du reste de son environnement. Donc, dans la méthodologie de travail, on avait aussi, au moment où on a travaillé sur les facteurs de changement, donc cette fameuse liste des 42 facteurs-là, en fait, il y en avait d'autres qui ont été mis de côté parce qu'ils étaient considérés comme des facteurs dits externes, c'est-à-dire des facteurs sur lesquels les acteurs locaux n'avaient pas de capacité d'action. Ceux qui ont permis de construire les 6 scénarios, entre autres là qu'on a vu, les 6 représentations du futur, sont des facteurs internes, c'est-à-dire qu'ils sont tous liés à une capacité d'action des acteurs locaux, ce qui est aussi une raison pour laquelle on qualifie ce processus de collaboration de scénarios de processus en anglais empowerment, c'est-à-dire qu'ils montrent aux acteurs locaux que malgré les pressions que leur territoire peut subir, ils ont quand même malgré tout des marges de manœuvre qui peuvent amener à des futurs très différents. Ces marges de manœuvre sont quand même malgré tout en quelque sorte contraintes par un environnement dont la situation peut évoluer. Et donc, on avait travaillé sur la base de ces facteurs de changement externes qui avaient été identifiés par les personnes ressources et qui sont... on avait identifié par le même type d'analyse structurelle, fait avec d'autres personnes qui ont des compétences sur ces variables-là, un certain nombre de scénarios externes qui sont je ne vais pas détailler, mais qui sont là et qui font que certains de ces représentations du futur des Niayes sont plus ou moins compatibles avec ces évolutions de l'avenir à l'extérieur du territoire et qui nous permettent de dire aussi si certaines de ces représentations du futur sont plus ou moins robustes face aux évolutions de l'environnement du territoire. Donc ça, c'était pour vous donner un peu l'image complète du truc, et d'ailleurs, il nous reste une publication à faire là-dessus. Voilà. Je te laisse prendre la parole là-dessus. Ok. Tu vas faire le backcasting, Michel ? Oui, d'accord, ok. Donc là, l'idée par rapport à l'engagement des acteurs sur leur propre territoire, bon, rappelez-vous, au départ, on était plutôt dans une dynamique de projet de recherche collaboratif entre deux UR, entre des compétences disciplinaires différentes, pour essayer d'avancer une réflexion un peu méthodologique sur le couplage. Mais on avait derrière ça le à quoi bon, et puis il s'est trouvé qu'en travaillant avec les acteurs, les gens localement, on a suscité un certain engouement, si je peux dire, une adhésion très forte, presque surprenante à un moment donné quand même, et puis avec une demande en disant oui mais bon, on ne peut pas s'arrêter là, il y a des choses qui nous intéressent, etc. Et du coup, la question qui se posait aussi, c'était comment revenir au présent, comment faire en sorte que cette réflexion sur l'avenir puisse aussi quelque part servir à la réflexion des gens sur leur propre situation et éventuellement les aider à décider dans une perspective multi-acteurs, c'est-à-dire qu'on n'était pas là non plus pour défendre ou promouvoir les intérêts d'un groupe, donc c'est quelque chose, c'est pour ça aussi qu'on a fait ces scénarios, enfin ces représentations, ces films-là, c'était pour pouvoir partager avec les acteurs. Et donc là, on a utilisé une méthode qui s'appelle le backcasting dans les démarches d'anticipation, où on part de situations du futur et on revient sur le présent tel qu'il est aujourd'hui connu par rapport aux forces motrices qu'on a identifiées pour la réalisation de ces représentations du futur. Donc, ce n'est pas vraiment un diagnostic du présent comme on le fait habituellement de façon classique. Là, c'est un diagnostic du présent qui est orienté par la réflexion sur les forces qui transforment le territoire et qui ne sont pas nécessairement des forces qui seraient identifiées comme telles si on n'avait pas fait ce travail d'anticipation. Et donc, quelque part, c'est là aussi cette idée de sentir le présent en utilisant le futur. Et donc là, on a des cheminements, en quelque sorte, à rebours. On part de 2040 et on se dit,
lorsqu'on est dans le cadre des SOS Niaï, par exemple, quelles sont les actions immédiatement antérieures à 2040 qui ont amené à la situation de 2040 et les actions antérieures à ces actions antérieures. Autrement dit, on n'est pas dans une planification stratégique linéaire du présent vers le futur, on est plutôt dans une réflexion systématique d'identification de ce qui s'est passé. Et ça change beaucoup les choses. Parce que là, en fait, on est un peu comme si on faisait l'histoire, on raconte l'histoire de 2040. On est en 2040, on sait où est-ce qu'on est. Et donc, on est là en train de raconter aux gens, voilà tout ce qui s'est produit pour qu'on puisse en arriver là. Et non pas de dire, voilà ce qu'il faudrait faire ou ne faudrait pas faire pour éviter d'en arriver. Donc, la démarche de backcasting est un petit peu différente. Et donc, ça nous a donné un petit peu ces cheminements-là. Et c'est à partir de ces cheminements-là, suite à une demande aussi des acteurs disant oui, mais c'est bien joli vos histoires comme ça, mais nous, comment on fait pour convaincre des décideurs, et en particulier des décideurs publics, où généralement ils ont quand même besoin d'avoir des choses un peu plus concrètes que des histoires à se mettre sous la dent, et notamment est-ce qu'on pourrait trouver des chiffres, des nombres, des données, etc., pour justifier, pour donner un peu plus de, entre guillemets, de réalité, mais je mets le mot réalité entre guillemets, puisque vous savez qu'il n'y a pas de vérité sur le futur, et donc que cette réalité-là n'est qu'une réalité virtuelle. Mais quelque part, elle est essentielle dans une dimension, dans une prise de position politique. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. C'était surtout les acteurs pour le plaidoyer politique qui nous ont demandé ça. Et donc ça tombe bien parce que je voulais faire ça, le lien avec le modèle quanti. Donc à ce stade, on leur a demandé à ces acteurs-là quels indicateurs sont importants pour parler aux politiques, pour les Niaï. Et du coup, les indicateurs sont sortis, l'emploi, le niveau de la nappe, les productions agricoles. Globalement, c'était quand même les trois principaux indicateurs. Puis nous, on en a rajouté d'autres après, mais c'était... Et donc, on a dit, OK, ben on va essayer pour chacun de ces scénarios de simuler ces indicateurs et d'avoir un ordre de grandeur de la valeur qu'ils pourraient avoir. Sauf que quand on est face à ces dessins animés et ces grandes actions, ben, la question s'est posée, comment est-ce qu'on traduit ça en chiffres, en fait? Parce que c'est vraiment des histoires très, très vagues, et quand on regarde des actions, on voit que pour aller vers des scénarios qu'on peut appeler désirés, même si c'est très, ça dépend de qui les désire, mais des scénarios plutôt souhaitables par la majorité, et ben les actions, c'est mise en place d'une réglementation et concertation de la population. En fait, c'est hyper vague. Et de quelle réglementation on parle? Comment est-ce qu'on met une réglementation pour gérer les ressources en eau qui permette d'aller à ce scénario? Donc en fait, le backcasting, il permet de donner des grandes directions, des grandes actions, mais il ne va pas détailler l'action précisément, dire de quoi il s'agit. Donc avant de passer du modèle à de la modélisation quantitative, il a fallu qu'on développe une méthodologie de traduction du quali vers le quanti. Et donc pour faire ça, on a décidé d'utiliser un jeu de rôle qui nous a permis de mettre en situation les acteurs pour qu'eux-mêmes spécifient les actions qu'ils avaient imaginées. Et ce jeu de rôle, on l'a fait sur la variable réglementation et concertation autour des ressources en eau. On ne pouvait pas faire tous les scénarios en jeu de rôle, du coup on a vraiment voulu travailler sur la nappe phréatique. Et donc, alors ça c'est avec les collègues de Sens, et notamment Étienne Delay. On a créé un jeu qui nous a permis donc de mettre en situation les acteurs, qui a aussi été un outil de concertation par rapport aux réglementations et aussi un outil d'exploration des possibles sur les règlements et les concertations. Et donc ce jeu, on a fait 9 sessions de jeu dans les Niaï. Donc sur 2 semaines, on a fait 2 semaines pleines à faire des jeux avec plein d'acteurs pour avoir quand même une diversité de réponses et pouvoir vraiment explorer les solutions. Vraiment très rapidement le principe du jeu, donc on a des acteurs, 4 ou 5 acteurs, ce sont des agriculteurs, et chaque agriculteur a des parcelles devant lui, avec un système d'irrigation, seau, lance, goutte à goutte, donc il va avoir des performances différentes pour la nappe phréatique. Et chaque année, il peut choisir des cultures selon l'argent qu'elles vont rapporter, selon l'eau nécessaire, selon le nombre de parcelles. Il y a plein de paramètres. On essaie de reproduire le genre de choix qu'ils ont à faire chaque année pour cultiver, vendre leur culture et du coup puiser dans l'eau, enfin de la nappe phréatique qui est représentée par une bouteille d'eau avec des niveaux. Et en fait, à chaque session, on ne voit pas très bien, mais les agriculteurs ont une seringue. Et donc, selon les demandes en culture, ou selon la culture qu'ils ont choisie, selon le type d'irrigation qu'ils ont choisi, selon le nombre de parcelles, etc., ils vont chacun à leur tour puiser dans la nappe. Et donc, on va voir le niveau de la nappe baisser ou pas. Et chaque année, il pleut, du coup, la nappe est rechargée. Donc, ce jeu, comme ça, on a pu reproduire un peu les stratégies des agriculteurs autour des prélèvements de l'eau de la nappe phréatique. Et donc, première partie, à tous les coups, on a un scénario SOS Niaï, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui se produit, où les agriculteurs ils vont maximiser leur profit, ils tombent dans la nappe,
Et très rapidement, il y a un agriculteur qui ne peut plus puiser parce que son puits n'est pas assez profond. Il y a aussi toute une stratégie d'investissement dans les puits pour surcreuser. On est un peu allé loin dans le jeu, mais donc, premier constat, en fait, ils épuisent leur nappe. À tous les coups, ça a été ça. Ils ont tous épuisé leur nappe, et du coup, on leur propose de rejouer. Et là, seconde partie, ils vont tout faire pour réussir à vendre et à rester en vie, quoi, mais en préservant leur nappe. Et c'est là où ils vont trouver des stratégies, et ça a été assez... Là, on les a tous listés, mais là, ils ont commencé à se concerter, à parler, et ils ont inventé plein de stratégies. Ça n'a pas juste été, on passe au bout à bout, il y a eu des stratégies de répartition des ressources en eau selon le nombre de parcelles, de choix de culture, de conservation. Enfin, vraiment, là, je les ai listés. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'était assez riche, hein, ce qui est sorti de ces jeux, et seulement en 2 semaines. Donc, on pourrait approfondir encore. Le but, là, c'est de se dire que finalement, après ce jeu, on en est sorti avec des règlements, des idées de réglementation de pistes à tester dans le modèle. Et vraiment, donc, on a pu traduire ces actions qui étaient très larges en vraiment actions concrètes qu'on va pouvoir facilement traduire en chiffres maintenant ou en processus du modèle. Voilà pour la parenthèse sur la traduction du Kali en quanti. Et maintenant, je vais vous présenter le modèle qu'on a construit pour pouvoir quantifier ces indicateurs pour chaque scénario. Je vais aller vite là-dessus, parce que bon, ça fait déjà 35 minutes, et le but, c'est juste d'avoir une vue générale de nos grandes conclusions. Mais quand même, quelque chose d'important, c'est la structure de ce modèle. C'est que donc, on a utilisé le modèle, la plateforme de modélisation Ostley pour produire un modèle qui a plusieurs modules. Et globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler, avec un pas de temps annuel, les changements d'occupation du sol. Donc, globalement, l'étalement urbain et l'étalement du domaine irrigué, qui sont les grands changements dans les niagues. On va simuler ensuite la nappe phréatique, le niveau de la nappe phréatique, qui va dépendre des prélèvements en fonction des activités. Et on va simuler les productions agricoles et les emplois agricoles. Ça, c'est en reproduisant les exploitations. Et je vais vous montrer globalement après comment on va faire, mais là, c'est plus pour avoir des indicateurs de production, de travail et de revenus agricoles aussi. Rapidement. Très rapidement, module par module, le module hydro, comment est-ce qu'on a fait? On a pris notre zone, on l'a maillée, donc on a fait une maille, donc on peut régler le maillage. On a pris donc toute la nappe phréatique et chaque jour, on a resimulé les prélèvements qui viennent de l'agriculture, de la ville, de l'industrie minière et aussi de la ville de Dakar, donc pas des villages directement, mais aussi des besoins externes à la zone. On a trouvé toutes les données à peu près. On simule les recharges tous les jours aussi. Donc spatialisé grâce aux images de télédétection. Et pour chaque case de la grille, on simule normalement les écoulements latéraux. On simule globalement le fonctionnement hydro d'une nappe phréatique. Et donc, pour ça, on a travaillé avec les hydrologues de l'EDEC à Dakar, qui nous ont donné toutes les règles et toutes les équations là-dedans. Là, c'est pareil, pour illustrer le genre de résultats qu'on a, là, on a fait tourner le modèle tous les ans. Là, j'ai sorti 3 cartes, 2008, 2011, 2015. On voit l'évolution du niveau de la nappe. On ne voit pas très bien la différence, mais après, quand on zoome un peu, on voit qu'effectivement, on a pu reproduire le niveau de la nappe. Et on a tout à droite pas mal de points de station qui nous permettent de vérifier que notre modèle est à peu près cohérent avec les séries qu'on a. Donc, on en a une vingtaine quand même de stations sur la zone, et entre 2008 et 2020. Donc comme ça, on vérifie qu'on n'est pas trop mauvais. Pour l'instant, on est bof quand même. Je ne dirais pas qu'on est très bon, mais on a Florent qui va bosser dessus pour nous améliorer ça. Mais bon, quand même, on a quand même obtenu des résultats qui étaient cohérents. Après, maintenant, on essaie d'avoir un peu plus les micro-variations. On devrait réussir à avoir, j'espère. Deuxième chose, très rapidement aussi, étalement, changement d'occupation du sol. On a collecté plein de données démographiques, routes, etc. Je passe. Des règles très simples, d'étalement urbain, par voisinage, le long des routes, en fonction de la démographie. Pareil pour l'occupation du sol des espaces irrigués, en fonction des plantes, en fonction du voisinage, en fonction des routes. Enfin, à partir de diagnostic, on a essayé de reproduire les processus de choix et d'étalement. On a obtenu des cartes, on les a calibrées et vérifiées. Et donc là, par exemple, c'est les sorties du modèle à gauche pour l'observer, donc en 2018. Donc on est parti de 2006, on a fait tourner le modèle jusqu'à 2018. Et là, c'est la carte de télédétection qu'on obtient en 2018. Donc là, on voit que globalement, on a des motifs qui sont très similaires. Florent est en train de faire tout un travail d'estimation, de calibration, de mesure d'erreur, d'exploration de tout ça pour aller vraiment affiner tout ça. Mais là, à ce stade, on peut juste voir qu'on est à peu près dans les clous, quoi. On a de l'irriguer là où il faut à peu près.
Ensuite, très rapidement, les exploitations, juste pour vous dire qu'on a fait d'économétrie, ça c'est pas moi qui l'ai fait, c'est les collègues économistes, pour reproduire toutes des équations de production pour toutes les cultures maraîchères et les manguiers, et ce qui nous a permis de spatialiser, parce qu'on a spatialisé les exploitations de la zone des Niayes. Si vous avez des questions, on en reparlera, mais l'idée c'est que toutes ces exploitations sont représentées, et on peut comme ça, comme chaque exploitation a des critères techniques de nappe phréatique, on peut resimuler les productions agricoles. On a fait la même avec l'emploi. On avait une thésarde, Esther Lasque, qui a fait sa thèse sur l'emploi dans les Niayes, qui a fait des enquêtes, qui a récolté plein de données, qui a fait un modèle économétrique sur l'emploi par exploitation agricole, et comme ça, on a pu spatialiser l'emploi en fonction de pas mal de paramètres. Voilà pour la structure du modèle. Maintenant, on passe au plus intéressant, et ça va être rapide aussi, c'est la traduction qu'on a fait des scénarios des Niayes. Là, je vous montre un tableau qui n'est pas très lisible, mais c'est plus le fonctionnement. À la gauche, on a chacun des scénarios. Et en fait, on a traduit ces scénarios en paramètres. Et donc là, en chiffres. Par exemple, le scénario SOS Niayes, on a donné un scénario climatique, un taux démographique en cohérence avec le scénario. Pour l'instant, on a fait un scénario, une traduction en valeur de variable. Le travail que Florent commence, c'est de dire un scénario, un éventail de valeurs pour chaque variable, et du coup, une infinité de possibilités pour chaque scénario, et ça, on va explorer toutes les possibilités spatiales pour chaque scénario. Mais là, on en est arrêté à un scénario, une simulation, globalement. Quoi, scénario climatique 4, 5, 8, 5 c'est les grandes familles de scénarios climatiques du GIEC, et du coup, 8, 5, c'est les scénarios vers là où on va, quoi, où on a un changement climatique plus fort que... Le 4-5, c'est si on met les mesures en place et donc on arrive à garder les degrés qu'il nous faut, et le 8-5, c'est les pires. Exactement, le 4-5, on est déjà plus là-dedans. Et donc on a récupéré toutes les données des scénarios climatiques journaliers jusqu'à 2100. Et donc on a ça, et donc à chaque fois 4-5, on a 20 scénarios, on fait la moyenne, bref. Et donc voilà une idée de ce qu'on peut avoir. Donc là, on fait une simulation par scénario qu'on a eu. Pour l'instant, c'est assez logique, hein, comme ça dépend des taux démographiques et tout ça, mais déjà à ce stade, on peut voir à quel taux démographique on se retrouve, avec quel type de ville on peut commencer à tester. Mais là, pour l'instant, pas de scoop. Le scoop, pour nous, arrive un peu plus quand on a regardé les résultats sur la nappe phréatique, sur le niveau de la nappe phréatique. Je vais vous commenter parce qu'on ne voit pas très bien ce qu'il y a sur les figures, mais ce qu'on voit en fait, c'est que donc là, les figures, c'est le niveau de la nappe par rapport à 4 scénarios. Éco-village, donc plutôt les petits éco-villages qui font de l'agroécologie, etc., à gauche. Zone minée, c'est on n'a plus d'agriculture, mais on n'a que des mines. Et ensuite, Niayes touristique, c'est il n'y a plus rien, réserve. Et SOS Niayes, c'est agriculture, ville, bidonville, etc. Donc ça tombe à mort. Et ce qu'on voit en fait, c'est que finalement, ce qui pompe le moins dans la nappe, ce qui préserve et ce qui même régénère la nappe, ça va être le scénario, les Niayes touristiques. C'est-à-dire on enlève toutes les activités, on met la nature, on fait une zone touristique. Bon, ça paraît logique, la nappe est régénérée. Ce qu'on voit, c'est que SOS Niayes et Éco-Village ont globalement le même impact sur la nappe. Peut-être que SOS Niayes va puiser un peu plus, mais globalement, on voit Éco-Village, la partie noire, là, c'est les remontées salines. Donc, un scénario d'éco-village agroécologique et tout ça, avec de goutte à goutte super, et ben la nappe, elle diminue quand même. Et aussi, surprise, la zone minée, donc on avait appelé, c'était le jeu de mots de Robin, la zone minée, pour montrer que c'était quand même un scénario qui pour nous était négatif, où là on a simulé une vingtaine d'industries minières qui pompent comme les ICS, donc l'industrie actuelle, on a pris les données et on les a multipliées. Et ben c'est celle après la zone touristique qui préserve au mieux la nappe phréatique. Et donc en fait, ça s'explique facilement, c'est que quand on fait les éco-villages, ok, on utilise moins d'eau parce qu'on fait du goutte à goutte, etc. Mais on est toujours surdirigué et on a toujours des taux démographiques qui explosent pas, mais qui sont les mêmes. Et du coup, on a toujours des surfaces importantes. Et qu'en fait, la surface irriguée dans les Niayes, même dans une agriculture très respectueuse des ressources, sera toujours plus forte que si on met 5 mines qui ponctuellement, on voit ponctuellement des points plus blancs, ça pompe énormément. Mais par rapport à toute l'étendue de la nappe, finalement, on a un impact négligeable. Ça, c'était vachement intéressant pour nous, pas pour tirer de grandes conclusions, là, il ne faut pas faire d'agroécologie. Les conclusions qu'on peut en tirer, c'est plus, si on pense à l'agroécologie, il faut penser à côté
démographie, aménagement du territoire, les autres activités. On ne peut pas penser simplement par secteur. Et aussi, ce qui était vachement intéressant, c'est qu'on travaille avec des experts et qu'en fait, cette analyse quantitative, elle permet de remettre en question les systèmes de pensée et des fois des choses, les croyances qu'on a dans le présent. Où effectivement, nous, on ne s'en était pas douté. Agroécologie, bien sûr, on s'imagine que ça va préserver les ressources. Ça préserve forcément à l'échelle de l'exploitation, mais quand on regarde à l'échelle de tout un territoire, ben non, si les surfaces... En fait, ça paraît évident quand on le dit maintenant, mais sans passer par cette étape quanti, on n'aurait pas eu ce recul de remettre en cause ces dires d'experts à la base. Donc c'est un peu... Il y a d'autres travaux qui vont dans ce sens-là, ouais. Par rapport aux pesticides, par rapport aux produits, donc il y a plein de choses. Qui nuance un peu, c'est des préjugés. Surtout, au regard de l'impact carbone, tout ce qui est biofinalement, je ne sais pas si il n'y aurait pas un énorme en termes d'impact carbone. Ouais. Et donc, il y a plein de choses. Nous, c'est un peu à ça la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que finalement, le quanti, alors on ne va pas arriver avec des chiffres et dire faites ça, ça va faire tant d'emplois. Parce qu'après, bon, je passe, on a d'autres trucs sur les emplois, la salinité, etc. C'est pas ça qui est important, mais c'est plus de montrer du doigt des idées reçues. Oui, il y a des idées reçues et parce qu'on a envie de dire certaines choses. Moi, je parle de ça par rapport aux pesticides, par exemple, l'utilisation massive des pesticides, c'est vrai que ça ne pas. Mais en termes de production, en termes de production industrielle et de production bio, une grande différence que nous pouvons faire. Et c'est pourquoi il y a des problèmes sur la santé. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que quand même là, il faut faire gaffe aux indicateurs. Si tu veux, on peut en discuter. Ouais, bah avec plaisir. Je parle du contact avec toi. Et du coup, là, on regarde que le niveau de la nappe, mais si on regarde l'indicateur de qualité de l'eau, on se dit bien que la zone minée, et pour le coup, elle aura des indicateurs beaucoup moins bons. Donc là, c'est aussi tout le risque d'utiliser certains indicateurs et pas d'autres pour ensuite aller présenter ces scénarios. Et bien sur cette belle parole, je vais laisser Robin conclure. Oui, alors conclusion, plutôt une ouverture, hein, parce que, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, premièrement, bon, on peut faire du couplage, déjà, hein, entre des... parce que c'est quand même ce qui est remarquable dans ce travail-là, et je ne dis pas parce que Camille et moi on l'a fait, mais encore un petit peu quand même, mais c'est surtout que par rapport à des démarches habituelles, ce n'est pas la constitution du modèle qui détermine le contenu des représentations alternatives du futur. Là, on avait vraiment, c'était vraiment un challenge dès le départ, on s'était mis d'accord que c'était avec la plateforme SLE, ou peu importe, l'idée c'était, la question qu'on s'était posée, c'est est-ce qu'on a quelque chose qui va nous permettre d'être suffisamment, je ne sais pas comment dire, versatif, flexible, etc., pour pouvoir prendre en compte des représentations du futur qui sont en rupture les unes par rapport aux autres. Et très souvent, des modèles un peu classiques, voire ceux de nos amis économistes qui sont des modèles d'économétrie, etc., n'ont pas cette flexibilité-là, puisque les élasticités, par exemple, des choses comme ça, sont données et sont basées sur des phénomènes passés. Donc là, c'était vraiment intéressant de voir qu'on pouvait effectivement faire cette association-là. Ce qui paraît important aussi, c'est que avec ce résultat-là, parce que plus que le résultat de chacune des dimensions quantitatives et qualitatives, c'était un peu le dialogue entre les deux qui nous intéressait. Ça montre bien qu'on ne peut pas travailler sur des problèmes complexes avec des réponses simplistes, comme par exemple, il faut mettre en place des techniques d'intensification agroécologique et on résoudra tous les problèmes. On en crée d'autres, on en crée de nouveaux. Et du coup, ça renvoie à une utilisation continue et systématique de postures anticipatrices, au-delà de celles qu'on a utilisées là en termes de production, de représentation du futur, de quantification. Il y a d'autres façons de travailler sur les aspects, d'anticiper les conséquences inattendues des décisions qu'on prend. Donc c'est aussi ça qui est important. Il me semble aussi que quelque part, il faut malgré tout rester très prudent sur la portée de ces résultats. Je fais référence à ce qu'on a dit tout au début sur la réalité et sur la vérité. Là, on travaille sur des futurs virtuels. On ne travaille pas sur des situations réelles. Il y a beaucoup d'hypothèses implicites qui sont faites, alors aussi bien dans
dans la démarche, disons, de représentation qualitative des avenirs d'Eniaï. On fait des choix. On fait par exemple des choix de représentation extrêmement contrastées, parfois même un peu caricaturales, ce qui est reproché, mais en même temps, on n'a pas la prétention de prédire ce qui va se passer. Donc, c'est plus pour faire réagir par rapport à des alternatives très contrastées. Dans le choix de la modélisation, tu parlais de ces des simulations sur les exploitations agricoles. Un des grands défis, c'est comment fait-on pour que ces simulations sur des exploitations agricoles qui sont censées nous parler des exploitations de 2040, en fait, on les fait à partir des exploitations de 2020. Vous voyez. Et du coup, les ruptures qui pourraient se produire à l'échelle de ces exploitations-là dans les modes de mise en œuvre des techniques de production, elles n'existent pas. Et elles pourraient être complétées. Voilà, pour imaginer l'émergence de nouveaux types d'exploitation. Là, une des limites, par exemple, c'est qu'on est resté en fait sur la structure de 2020. On fait comme si la structure des exploitations agricoles de 2020 perdurait jusqu'en 2040, alors que, vraisemblablement, ça ne sera pas le cas. Donc, et c'est là qu'il faut être très prudent dans le dialogue, et particulièrement le dialogue avec les acteurs politiques, et je dirais politiques au sens large, pas seulement les décideurs publics, mais aussi les parties prenantes de la société civile qui pourraient utiliser ces résultats-là. Il y a une question extrêmement délicate de dire on peut utiliser ces résultats pour réfléchir, mais ne les utilisez pas pour décider. Ça, c'est un discours que les politiques n'acceptent pas vraiment, parce qu'a priori, on aurait envie d'avoir quelque chose qui s'appellerait future-based evidence, ce qui est un oxymore, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Et pourtant, quelque part, on se retrouve dans les comportements, dans le domaine de la décision publique, dans lesquels on a le sentiment que c'est tout ce qu'on peut dire sur le futur qui pourrait être quantifié va faire figure d'autorité. Et donc, nous, en tant que chercheurs, je pense qu'il y a quand même une honnêteté qu'on doit avoir par rapport à notre relation avec la société, qui est de dire attention, on essaye de porter des éclairages, et c'est surtout pour vous faire réfléchir plutôt que pour vous faire prendre des décisions. Je ne sais pas si tu peux rajouter quelque chose. Non, c'est une très belle phrase de conclusion. Et voilà. On a quasiment tenu les délais en plus. Hein. Ouais. On a dépassé 10 minutes. Ouais. 5 minutes. Parce qu'il y a eu le. Tac. Et ben, ok, les seuls commentaires sont sur le son, mais maintenant, est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des compléments pour Camille, pour Robin, donc dans la salle, et puis après, ceux qui sont à distance, n'hésitez pas à lever la main, mettre votre caméra, qu'on puisse partager ce moment avec vous. Oui, Vincent. Bon, merci pour cet exposé, très très bien, à la fois dans ce qu'il a qui rapporte quelque chose que vous avez fait sur le terrain et puis dans le cadrage. C'est rare pour les deux points, donc quand ils sont ensemble, ça va vraiment très très bien. J'ai été très sensible au fait qu'on ait insisté sur le fait que le futur n'est fait que de représentation. Moi, j'ajouterais que le présent n'est fait que de représentation. Et donc, moi, j'insisterai encore plus brutalement parce que c'est ah ouais, mais c'est parce que c'est le futur que c'est relatif. Non, en fait, il y a ça. Et donc, moi, il y a une chose que, par contre, j'aurais voulu, sur laquelle j'aurais voulu vous entendre, c'est que ce qui est le socle des représentations, c'est des valeurs. Et par exemple, quand on dit un futur touristique comme ça, pour moi, un peu brutalement, hein, pour qu'on se comprenne bien, le tourisme, c'est ce qui vient en sus quand on a de la marge qu'on peut dépenser juste pour jouer par plaisir. C'est pas une richesse, le tourisme, c'est de la dépense parce qu'on est confortable. Donc, je suis toujours très chiffonné par les scénarios touristiques. Et donc voilà, pareil pour le futur minier. C'est un futur qui dure un certain temps. Il y a des ressources minières, ça s'épuise. Et qu'est-ce qui va rester après? Donc, ça ne peut pas être un futur qui se projette dans la durée, alors que, en principe, le futur que tu as appelé à la fin agroécologique, que vous avez vu autrement,
lui, il est censé durer, et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs qu'il fait beaucoup de restrictions sur la nappe phréatique, éventuellement. Donc moi, le besoin que j'ai face à des choses comme ça, c'est d'entendre parler des valeurs, et je n'ai pas de solution, hein, mais de poser la question de savoir comment on les fait mettre sur la table, parce qu'en fait, elles sont en général implicites et non dites. Et ça, c'est embêtant. Et alors, c'est d'autant plus facile de les amener que ça joue dans les représentations, dans ce qu'il y a dans la partie inamovible ou impensée des représentations. Bon, je n'en ai pas plus pour l'instant, je pense que vous avez largement de quoi commenter. Est-ce que tu peux mettre dans la présentation le horoscope de nouveau? C'est sur le premier point, sur la première remarque. Quand, dans la formation d'anticipation que je fais, je reviens au bout d'un certain temps, je reviens sur le horoscope, je reviens sur ce qu'on dit des futurs là, et je pose la question, qu'est-ce qui ne va pas dans cette représentation-là? Et ce qui ne va pas dans cette représentation-là, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est-à-dire que là, on part du présent comme si c'était un point. D'accord? Et en fait, pour être, disons, cohérent, il faudrait retracer depuis ces différents futurs comme des construits mentaux, des lignes qui reviennent sur le présent, si je peux dire des lignes horizontales qui reviendraient sur le présent, et qui montrent en fait que tous ces futurs-là existent déjà en gestation, en proche, dans le présent. Et que donc, on ne choisit de parler du présent que de ce que l'on connaît ou de ce que l'on croit connaître. Toute cette terminologie qui a été proposée par Rumsfeld, le secrétaire de la présidence des États-Unis, là, quand il parlait du connaissable et du connu et de l'inconnu, du connaissable et de l'inconnaissable, et qu'il caractérisait un petit peu le monde le savoir en différentes catégories, partant du connu connaissable, c'est-à-dire qu'on se conseille, voilà, jusqu'à l'inconnu inconnaissable, on n'a aucune idée de ce qui pourrait se produire. Donc, voilà. Et donc le présent, il y a une posture qui est dans ce présent, tout ça existe déjà dans le présent, et c'est notre perception qui fait qu'on pense que la façon dont on va formuler le futur, elle est basée sur un certain nombre de choses. Et c'est là qu'on arrive aux valeurs. Et dans ce que vous avez dit, vous avez exprimé vos valeurs propres, qui sont. J'en ai mentionné. Non, mais le fait pour vous que le tourisme, par exemple, est un statut. Moi, en tant que, je ne suis plus économiste, mais en tant qu'économiste, pour moi, je ne vois pas de différence entre le tourisme, l'exploitation touristique, l'exploitation minière et l'exploitation agricole. Pour moi, dans mes valeurs propres, qui sont les valeurs d'un monde qui fonctionne sur une économie, sur la marchandisation, ce sont des éléments qui sont qui sont sur le même plan. Et on pourrait ensuite se dire pourquoi associer à certaines de ces activités une durabilité différente, alors qu'en fait, c'est la façon, c'est pas l'activité en elle-même qui est intrinsèquement liée à un problème d'épuisement ou non des ressources, c'est la façon dont elle va être mise en œuvre. Puisqu'on est aujourd'hui sur des discours, même s'ils ne sont pas toujours très crédibles, d'exploitation respectueuse de l'environnement, dans l'exploitation minière, dans l'exploitation forestière, dans l'exploitation du palmier à huile, etc., dans l'exploitation touristique. Donc voilà, je suis d'accord qu'il y a cette dimension de valeur, et c'est une des évolutions aussi de la réflexion de la discipline de l'anticipation, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte dans les travaux qui ont été faits sur les représentations du futur historiquement, on a commencé par travailler en fait sur des scénarios qui étaient plutôt des scénarios technologiques. Donc les futurs étaient imaginés à l'aune de transformation technologique. Puis on a introduit beaucoup plus souvent la notion, dans une vingtaine d'années après, on a introduit la dimension économique, donc les facteurs de changement. Et aujourd'hui, on a introduit la dimension politique, c'est-à-dire le poids des décideurs des politiques publiques. Et aujourd'hui, on est aussi à l'introduction comme facteur de changement des valeurs proprement dites, c'est-à-dire de dimensions culturelles et sociales qui sont des éléments de transformation des sociétés. Et donc, les idéologies sont aussi des facteurs de changement. Alors, je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais en tout cas, aujourd'hui, on en est là dans cette réflexion. Puis aussi, ça peut permettre, la phase de débat permet de justement parler de toutes ces valeurs. C'est exactement ce que tu viens de faire quand tu dis mais qu'est-ce que ça veut dire le tourisme, est-ce que c'est ma valeur, est-ce que c'est ce que je veux, parce qu'après tu dis qu'est-ce qui est souhaitable, qu'est-ce qui n'est pas souhaitable, et là tu as un débat justement et tu viens aux valeurs des gens. Oui, mais le sens de mon intervention c'était surtout. Je voulais illustrer simplement, je voulais surtout pas être prosélyte ou
manifester mon avis. Je voulais juste dire que ce qui me semble important tout terrain, c'est qu'il y a un socle de présupposés qui est radicalement dans le registre de l'impensé pour la plupart. Et le corrélat de ce qui a été dit de façon très claire sur les représentations, c'est que chacun vit dans un monde qui lui est propre. On pense qu'on est tous ensemble et qu'on se parle et qu'on se comprend. Et quand on s'engage vraiment à communiquer, on découvre l'extrême étrangeté. Et des fois, mais comment quelqu'un comme toi peut dire un truc pareil? C'est-à-dire qu'on se connaît depuis longtemps et puis que tout d'un coup, je découvre un truc qui est un ouf. Donc, il y a une extrême étrangeté et en quantité d'exercices prospectifs que j'ai lus, que je n'ai pas participé, je vois un vide sidéral sur ce qui se joue là et qui est le fondamental finalement, qui prend les décisions d'avance, pour ainsi dire. Non, voilà, c'était juste le sens de ce que je voulais dire. C'était pas, peu importe mon avis et qui. Non, c'est pas. En fait, c'est pas ancré dans une situation réelle, donc. On avait une question de Quentin. Oui, il y a aussi. Excusez-moi. Oui, vous m'entendez? Très bien. Ok, super. Ben, merci beaucoup pour la présentation. Donc, moi, j'ai un questionnement peut-être un peu naïf, mais donc c'est la première fois que je participe à une présentation sur la prospective. Et en fait, je me questionne sur la conception et la représentation même de la notion de futur pour les acteurs nationaux et surtout locaux avec lesquels vous avez travaillé et qui ont contribué du coup à définir ce modèle. Et donc là, j'en appelle un peu à votre expérience de terrain et à votre expérience dans les différentes zones où vous êtes allé. Sans vouloir caricaturer ou faire une vérité générale, mais dans certains contextes africains, il y a quand on discute avec des éleveurs ou avec des paysans ou avec des hommes ou des femmes qui sont sur des marchés, qui vendent leurs produits au quotidien, etc. On est fortement ancré dans le présent, et justement le futur paraît quelque chose de, même à plus de 2-3 jours ou une semaine, paraît finalement assez éloigné quand les contextes font que le présent est fortement ancré. Et donc, certaines personnes ont beaucoup de mal à se projeter au-delà d'une semaine. Donc, ma question, c'était finalement, lorsque vous arriviez dans des zones locales avec les personnes, comment est-ce que vous ameniez la chose et quelles étaient les premières réactions sur cette notion de, aujourd'hui, on va parler du futur. Je sais pas, cette question vraiment de la notion de la représentation du futur pour les acteurs locaux, qui peut-être n'est pas si évidente que cela pour tout le monde dans des contextes où, encore une fois, on est peut-être beaucoup plus marqué par le présent que dans nos sociétés, par exemple. Je te laisse répondre, mais justement, cette question elle revient tout le temps. Mais pour moi, il y a deux parties de la question. Il y a la question de ceux qui sont dans leur quotidien liés au présent, parce qu'ils doivent trouver comment se nourrir le jour même ou le lendemain. Du coup, ils n'ont pas ils peuvent pas penser à long terme. Et puis, il y a la question culturelle aussi. Si tu parles de pays d'Afrique, est-ce qu'il y a certaines cultures qui vont avoir une relation au futur différente? C'est ça ta question? Ouais, c'est ça. Surtout j'avais surtout la première partie de ce que tu as dit en tête, mais ouais, c'est ça. Oui, alors, il faut bien voir un truc là, c'est que on n'est pas dans des approches de diagnostic ou des approches de type participative où on va prendre l'avis de tout le monde, excusez-moi de le dire comme ça, de n'importe qui, n'importe comment, pour faire n'importe quoi. On est dans un processus là, dans cette méthodologie-là, qui s'appelle la coélaboration de scénarios. Et vous avez utilisé le terme coélaboration, c'est bien parce qu'on est dans une posture où on va avoir un processus de sélection de personnes qui ont des compétences et des connaissances permettant d'arriver à porter cette réflexion-là. Et je suis bien d'accord avec vous que ça va être très difficile d'aller sortir une vendeuse de piment du marché
et de la mettre dans un atelier de 5 jours ou 2 ateliers de 5 jours pour réfléchir à l'avenir. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des gens qui ont des connaissances, de l'expérience, des compétences qui peuvent être portées, enfin, que des personnes pourraient porter les connaissances, l'expérience, les compétences de ces gens-là dans une démarche réflexive sur le futur, tu vois. Et c'est une question assez récurrente, mais je pense que c'est une question qui ne doit pas s'adresser uniquement à des gens qui travaillent sur le futur, c'est une question qui s'adresse à des gens. Chaque fois qu'on va être au contact de quelqu'un et qu'on va lui parler de quelque chose qui est autre que ce qu'il ou elle fait à ce moment-là, pourrait très bien avoir la même réponse en disant mais moi l'eau vous êtes bien gentil, mais moi il faut que je vende mon oignon. Hein, ou moi le climat, le changement climatique c'est sympa, mais il faut que je nourrisse mes enfants ce soir. Tu vois, donc c'est pas une question. La première question, à mon avis, n'est pas spécifique au futur. Elle est spécifique à toute intervention extérieure, à toute intrusion dans la vie d'une personne qui a autre chose à faire que de répondre aux questions des chercheurs. Enfin, je le dis comme ça un petit peu crûment, mais voilà, il n'y a pas une spécificité. Par contre, la spécificité, effectivement, elle est sur le deuxième point que Camille a bien distingué, qui est est-ce qu'il y a culturellement des obstacles à engager dans certaines cultures une réflexion sur l'avenir. Alors, j'ai quand même commencé à travailler là-dessus de façon assez sérieuse en Indonésie, premier plus grand pays musulman du monde. La première question qu'on m'avait posée à l'époque, c'est mais comment tu fais pour parler de l'avenir avec des gens pour qui l'avenir est déjà tracé? Je me suis posé la question, donc j'ai essayé d'interroger quelques collègues avec des connaissances théologiques un peu approfondies, et ils m'ont dit mais non, c'est pas du tout ça. Nous, ce que l'on dit, dans l'islam particulièrement, c'est qu'une fois que ça s'est passé, ça devait se passer comme ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va rien faire aujourd'hui parce que tout est écrit. Et donc, il y a une certaine transformation, alors si je ne me trompe pas, une transformation occidentale de cette vision que le futur n'existe pas dans les sociétés. En fait, la temporalité existe toujours. Alors, elle ne s'exprime pas nécessairement sous le terme de futur, et il y a des sociétés dans lesquelles le temps est récurrent, le temps est récursif, mais ça n'empêche que tout le monde agit et pense, enfin, tout le monde utilise le futur, implicitement ou explicitement. Et donc, c'est sur cette base-là qu'il est toujours possible d'engager un dialogue sur le plus tard que maintenant. Voilà. Et donc, après, l'expérience, ça fait quand même peut-être une petite vingtaine d'années que je travaille là-dessus, dans je veux dire, j'ai jamais rencontré vraiment de difficultés. C'est plus difficile de travailler dans des sociétés dans lesquelles le mot liberté n'existe pas que dans des sociétés dans lesquelles le mot futur n'existe pas. Et voilà. Donc, c'est une question qu'on se pose et qu'on doit se poser aussi parce qu'il y a cette dimension, pardon, je suis un petit peu long là-dessus, mais il y a aussi cette dimension qui est de dire, est-ce qu'on n'est pas en train de coloniser, enfin là, il y a cette dimension de la colonisation du futur des autres par la façon dont on leur fait réfléchir à leur propre avenir. Donc, il y a tout un travail qui est fait là-dessus dans la discipline de participation et sur lesquels je réfléchis aussi parce que, voilà, on se demande à chaque fois si, en travaillant de cette façon-là, on n'est pas en train d'engager l'avenir des gens avec lesquels on travaille, ne serait-ce que par la méthode, dans des directions qui ne seraient pas celles dans lesquelles spontanément ils s'engageraient s'ils avaient eux-mêmes le temps, l'intention, la possibilité de le faire sans qu'on intervienne. Mais ça, c'est le propre, encore une fois, pas de la question du futur, mais de la question de toute intervention, quelle qu'elle soit, en particulier dans le domaine de la recherche pour le développement. Pardon, je suis un peu long sur les bons coupés, si je suis trop long dans la réponse. Oui, moi j'avais deux questions pour Camille. Peut-être un partie répondre sur le dernier commentaire, c'était je découvre l'anticipatologie, c'est rien d'ailleurs, comme science. C'est intéressant, et notamment sur le cadre théorique, et je voulais un peu challenger le postulat, si j'ai bien compris, qui a été répété plusieurs fois, peut-être qu'il n'y a pas de vérité dans le futur, parce qu'il n'y a pas de fait du futur qu'on trouve dans le présent. Je comprends comme, bien sûr, que c'est difficile à prévoir, mais comment dire, il y a quand même des garde-fous. L'avenir peut être, notamment un exercice de prospective sur une vingtaine d'années. Il y a quand même des prolongations de tendances ou certaines tendances qui seront là, sauf événements extrêmes, météorites ou guerres, ou
des choses qui risquent d'impacter concrètement le territoire, certaines choses peuvent être quand même anticipées ou en tout cas bornées dans certains exercices. Je pense notamment je pense à l'exercice de prospective du rapport Boudot sur les années 70 sur les prévisions changement climatique et l'économie mondiale. Je crois que sur un exercice de prospective à 50 ans, et on est à peu près dans ce qu'ils avaient prévu en termes de creusement d'inégalités, de changement climatique et de dégradation de notre environnement. Donc, juste sur cette assertion un peu brute de dire on ne peut pas prévoir le futur, je vais voir s'il y a un peu de nuances à mettre quand même. Et notamment un commentaire sur la fin de la présentation pour dire que, et ça fait bien avec la question pour Camille, il y a des choses qui ont été prises en compte dans l'exercice d'anticipation, notamment des invariants, si j'ai bien compris, de typologie d'agriculture, de maraîchage, qui ne bougent pas dans le futur, qui ont été considérés comme un statu quo, qui n'intègrent pas des événements de rupture ou de changement de système, que ce soit tourné vers l'agroforesterie ou plus d'intrants avec le phosphore, des changements d'exploitation agricole qui finalement sont prévus comme un statu quo, comme un invariant dans l'exercice. Donc ça vient un peu en opposition avec le fait qu'on ne peut pas prévoir le futur. C'est posé comme une hypothèse forte, les exploitations ne vont pas changer. Et du coup, sur les résultats et le scoop que tu nous as présenté, je me posais la question pour bien comprendre si, vu qu'on ça met en lumière le fait qu'un scénario d'exploitation, prélèvement d'eau par les exploitations industrielles, les industries, impacte moins la ressource globalement sur le territoire que les éco-villages. Est-ce qu'au niveau des paramétrages des scénarios, on a la même démographie? C'est-à-dire, est-ce que, justement, alors, on a compris, les types ne changent pas, mais est-ce que le nombre d'exploitations agricoles change? Parce que si on a, que ce soit des villages normaux ou des éco-villages, je ne vois pas comment on peut avoir des résultats aussi contrastés entre les scénarios. Voilà. Question du nombre dans ces scénarios. On commence par la première. Alors, oui, je suis sûr que tu pourrais y répondre aussi. Hein. La première, on peut toujours prétendre prévoir. Mais ce qui est très délicat dans ce type d'analyse, c'est que si on regarde ce qui a été dit, enfin, si on fait une analyse a posteriori, on va toujours trouver quelqu'un qui avait raison. Et on va toujours trouver quelqu'un, un rapport, une analyse, etc., hein, qui avait prédit ce qui s'est passé. Il y en a qui ont prédit la chute du mur de Berlin, alors que tout le monde pensait que c'était impossible. Il y en a qui ont prédit. On dit dans la multiplicité des prédictions qui existent sur l'avenir, à 10 ans, 15 ans, 20 ans, le fait qu'il y en ait un ou plusieurs qui soient justes, a posteriori, ne dit pas qu'ils avaient correctement prédit. Simplement qu'ils ont eu la chance de tomber sur le bon scénario, et pas nécessairement parce que la méthodologie qu'ils ont utilisée est infaillible et qu'à chaque fois qu'ils vont l'utiliser, ça va fonctionner, puisque justement, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Donc, là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on est plus dans une situation dans laquelle on se dit c'est vrai qu'il y a des inerties et que dans notre expérience, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui ne changent pas, mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne changent pas que l'on peut affirmer avec certitude qu'elles ne vont toujours pas changer dans les 10, 15, 20 ans qui viennent. Et c'est d'autant plus vrai, si je peux dire, quand on s'éloigne, quand on prend un horizon temporel plus éloigné. La crédibilité, en quelque sorte, de toute représentation un peu modélisatrice, réductrice nécessairement, hein, qui fait qu'on on considère que les tendances vont continuer, perd de sa crédibilité plus on avance avec un horizon temporel. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Après, l'idée, ce n'est pas de rejeter le travail que des gens vont faire en matière de prédiction, parce qu'il contribue à cette connaissance du futur, à cette exploration du futur qui est nécessaire et qui est, comme je l'ai montré, peut-être très diversifiée de façon réactive, proactive, réflexive.
La question qu'on veut en faire derrière ça, se pose derrière ça, c'est avec quel risque je prends si je mets toutes mes billes dans le panier de la personne qui va me dire que c'est ça qui va se passer et qu'en fait, il ne se passe pas ça. Voilà. Et donc, du coup, quelque part, c'est une responsabilité sociale super, super grave que de dire dans 20 ans, il y aura, comme on l'a entendu il n'y a pas si longtemps que ça, ou en 2050, il y aura 10 milliards de personnes sur Terre. On l'a entendu il n'y a pas très longtemps, il y aura 10 milliards de personnes sur Terre. Et pour nourrir la planète, il faudra multiplier la productivité par 2. Ce discours-là, il a été sorti par la FAO il y a une dizaine d'années. Il a été révisé depuis. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce discours-là qui était une prédiction à l'époque. Aujourd'hui, le discours, il est de dire, non, finalement, peut-être qu'on ne sera pas 10 milliards. Je ne sais pas combien de Covid, etc., vont se manifester entre maintenant et 2050. Hein, donc, et ça, c'est encore pareil, ce sont des choses des ruptures majeures. On ne sait pas qu'on sera, on sait qu'on ne sera certainement pas 10 milliards. En plus, il est probable qu'on n'ait pas besoin d'avoir cette augmentation de productivité pour nourrir la planète. Et donc, les chiffres, même ces chiffres de production qui sont basés sur des tendances, sont éminemment révisables. C'est ça l'idée derrière ça, c'est de dire on accepte que des gens puissent avoir cette opinion-là, cette représentation-là. On accepte qu'ils puissent mettre en place un montage qui permet d'expliquer. Ça nous permet de comprendre le présent, en fait. Tu vois, et puis derrière ça, il y a ce que l'économie institutionnelle nous dit, que les gens, les humains sont des êtres d'habitude, et que donc c'est extrêmement difficile de concevoir que le monde est en perpétuel changement. Il l'est bien évidemment, mais nous, on agit individuellement et collectivement sur la base de référentiels qui sont ancrés dans nos valeurs, notre éducation, etc. Et ce sont ces inerties-là, en quelque sorte, qui font qu'on a plutôt l'impression qu'on est plus dans un domaine de sécurité quand on parle de l'avenir, si on est sur les tendances, que si on est sur les ruptures. Et pourtant, ce sont les ruptures qui transforment le monde. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut pas, il faut rejeter fondamentalement tout ce qui serait du domaine de la prédiction. Je pense qu'il faut être réel. Enfin, voilà, il ne faut pas pouvoir dire, moi je sais, j'ai la vérité, c'est ça qui va se passer. C'est plus ça la posture. Je peux prendre une remarque sur ce que tu vois. C'est vrai, est-ce que ce n'est pas un puissant truc? Parce qu'on pourrait, par exemple, dans ce que tu viens d'évoquer, par exemple, insister sur le point du langage. La perception qu'on a du langage, comment le langage impacte notre perception et sur la façon dont on a de percevoir le futur, et aussi la façon dont on se contextualise. Donc, au final, où est-ce que tu t'arrêtes? On s'arrête. En fait, il y a des travaux qui existent sur la difficulté que l'on a de parler de quelque chose que l'on ne connaît pas. Et donc, c'est pour ça que la discipline de l'anticipation, plutôt que de rester sur la création d'imaginaires de mondes futurs pour lesquels on n'a pas le langage, en quelque sorte, pour exprimer ce que c'est. Et c'est là que l'apport de la science-fiction, par exemple, est extrêmement intéressant. Vous pensez Isaac Asimov? Ah oui, tout à fait. Moi, je suis un grand fanatique. L'apport de la science-fiction est extrêmement intéressant, puisque dans de nombreux ouvrages de science-fiction, on crée des mots pour qualifier des phénomènes, des situations qui n'existent pas dans le présent. Ce que dit la discipline de l'anticipation, enfin la pratique de l'anticipation comme discipline, elle est ancrée dans le présent. Et elle dit, voilà, on a un langage pour qualifier la façon dont les humains, individuellement et collectivement, se positionnent par rapport au futur et l'utilisent dans le présent. Donc cette question du langage-là, elle est pertinente que lorsque l'on veut produire des représentations du futur que l'on souhaiterait, entre guillemets, réalistes, si je peux dire, mais elle ne se pose pas en matière d'un point de vue heuristique dans le cadre du développement d'une recherche sur les pratiques anticipatrices. Et pour le modèle, on fait une réflexion avec Robin et Jérémy aussi sur le problème d'utiliser des méthodes quantiques qui sont sur le présent et qui doivent se baser sur des faits présents pour illustrer un scénario qui pousse à la créativité et à la rupture. Et donc c'est tout un questionnement. Et donc, reprendre des exploitations existantes pour les projeter dans l'avenir, ça pose problème. Donc c'est pas ce qu'on a fait quand même, mais je suis passée vite, c'est que là, on a cette base d'exploitation et le CALI met des ruptures. Et du coup, on met des ruptures dans nos exploitations. On change leur système d'irrigation, etc. On peut aussi décider que les exploitations ne fassent plus de maraîchage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas ressorti du CALI. C'est en ça que l'exercice était intéressant. Notre conclusion, c'est pas de dire exploitation agroécologique, mine, la mine est meilleure que l'exploitation agroécologique. C'est justement, le CALI nous a permis de connecter de manière logique des facteurs qui normalement ne sont pas connectés. Normalement, justement, on va regarder mine contre agroécologie, activité productive, cette activité extractive, qu'est-ce que c'est.
Non, là, tu as une cohérence de scénario, dire voilà, l'agroécologie, ce serait comme ça, donc ça ramènerait du monde, et ce qui serait attiré par le truc, ça vaudrait ici. Et du coup, la croissance démographique, elle va être cohérente avec un scénario de l'agroécologie. Les mines, si tu mets 30 industries minières qui te bousillent toutes tes terres sur un territoire, tu n'as plus personne pour cultiver. Donc, forcément, la population, elle diminue. Donc, c'est pas des variables qui sont isolées, c'est un tout, c'est un scénario. Et justement, avec ces sorties, avec le travail de Florent, c'est ça qu'on va regarder, c'est jusqu'où on peut bouger la démographie, l'autodémographie, et justement, voir aussi, c'est là où aider les décideurs à réfléchir, non pas à décider, à dire, mais quelle politique démographique je devrais faire si je voulais aller dans ce sens-là, etc. Du coup, dans ces résultats, il y a un scénario extrême contrasté sur la mine qui implique une migration en dehors de la zone. Ah oui, et c'est dans les scénarios, c'est dans l'histoire. Tout à fait. Donc, il y a un exode. Les mines ont viré tout le monde. C'est l'histoire de zones minées, mais c'est pas l'exploitation minière avec de type orpaillage où il y a une agglomération de gens qui viennent là. C'est exploitation minière 3.0. C'est de la grosse industrie robotisée, complètement automatisée, etc. Et donc il y a une cohérence, si tu veux. Pardon, si tu veux, l'idée quand même derrière ça, c'est que on n'en a pas parlé, mais quand on passe du tableau où il y a les différents états du futur à la construction des scénarios, à la combinaison de ces états du futur, on a une étape qui est une étape d'analyse qu'on appelle les incompatibilités. C'est-à-dire qu'on essaye aussi, on s'assure de faire en sorte que on mette ensemble des états du futur de ces différents facteurs de changement qui portent sur des dimensions très différentes. On essaie de faire en sorte qu'il y ait quand même un certain niveau de compatibilité. Et par contre, ça pourrait être extrêmement difficile d'avoir en compatibilité une industrie qui détruit l'ensemble de l'environnement, qui n'utilise pas de main-d'œuvre, et un afflux massif de main-d'œuvre dans cette zone-là. Le scénario serait pas, ce futur-là n'est pas c'est pas qu'il n'est pas plausible, c'est qu'il n'est pas cohérent. L'idée de cohérence, elle est importante aussi, et ce qui nous permet justement de mettre en perspective des systèmes d'aménagement du territoire, en quelque sorte, et non pas des actions spécifiques d'aménagement du territoire qui sont un peu la façon dont, en termes de politique territoriale, souvent on pense le développement des territoires par silo, en quelque sorte. Et puis, quand on regarde la démographie, elle est plus élevée dans SOST, parce que tu as un afflux de migrants de ville, mais ça impacte moins sur l'informatique. Parce que du coup, la ville augmente et la ville, elle prélève moins de ressources en eau que le maraîchage. C'est ça aussi. Ouais. Moi, j'avais une question, mais je vois que Valentine est en train d'écrire. Valentine, est-ce que tu souhaitais prendre la parole? Elle écrit pas assez vite. Non. Pas de souci. Du coup, Tristan, je sais que tu es dans le train, je te laisse prendre la parole. Je poserai ma question après. On veut le bruit de fond du TGV. Vas-y. Bravo pour ce travail, c'est très gentil. Tristan, est-ce que tu arrives à prendre? Vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Désolé, hein, je suis dans le train. Enfin, je viens juste de sortir, là, je suis à la gare. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation. C'était très intéressant. J'ai pu suivre un peu, sauf quand il y avait quelques coupures. Du coup, ma question, c'était un petit peu juste pour répondre ensuite du dernier commentaire, par rapport en fait après ce que vous pouvez en faire de ces résultats. Donc, vous avez les différents scénarios et vous avez dit que ça pouvait servir après à amener ça en fait à différents acteurs de décision publique ou pour prendre des décisions en fait. Et je me demandais dans quelle mesure c'est possible de prendre un scénario, par exemple le cas de SOS, j'ai oublié exactement comment il s'appelle, mais et de mettre différents switches ou essayer différentes politiques ou différentes actions publiques pour pouvoir justement voir ce que ça pourrait faire sur un scénario comme celui-là. Je ne sais pas si c'est super clair ce que... Tu veux dire dans le modèle? Ouais. Tester différent. Mais c'est globalement ce qu'on va dire. D'après ce que j'ai compris, en fait, dans le modèle à l'heure actuelle, vous n'avez pas de paramètres extérieurs qui peuvent venir changer, par exemple, un tel comportement ou le changement je sais pas, d'un mode d'occupation du sol vers un autre. Mais si jamais vous avez un scénario et que vous souhaitez voir avec un décideur
avec un décideur, si jamais, ok, là je prends cette décision-là, par exemple d'arrêter l'exploitation des mines, qu'est-ce que ça changerait dans un scénario qui serait le scénario, par exemple, minier, quoi. Comment ça changerait en fait certains paramètres? Ouais, non, mais c'est une très bonne question. C'est globalement, en tout cas, on peut le faire avec l'outil. Pour l'instant, on est plutôt parti sur une exploration sans décideur à côté de tous les possibles avec tous les facteurs et de s'amuser à rajouter des ruptures. Typiquement, dans le scénario éco-village, on va tester sans culture irriguée. On va essayer de voir qu'est-ce que ça ferait si changeait totalement de système de culture, essayer de mesurer l'impact, des choses comme ça. Mais en tout cas, l'outil il permet de faire ça, d'être avec un décideur et de dire on va tester cette décision politique en faisant des proxys, parce qu'on ne peut pas tout représenter, et de voir quel est l'impact. Alors, ça ne sera plus le même scénario. On ne peut pas dire quel est l'impact sur le scénario mine, mais on peut dire quel est l'impact sur ce futur-là si on fait cette action. Enfin, l'outil permet de simuler certaines actions. D'accord, super. Merci. Et si vous avez des papiers peut-être sur lesquels justement qui vont un peu plus loin sur la méthodo, moi j'imagine que je peux les trouver en suivant vos noms, mais je ne sais pas si après Jérémy, quand tu peux renvoyer peut-être quelques papiers qui sont liés à cette présentation. Il y a Florent qui veut compléter ta question, je pense. Après, justement, en fait, là, le travail qu'on est en train d'effectuer, c'est que, par exemple, juste sur le module du modèle qui s'occupe des changements d'occupation du sol et de surface irriguée, il y a 9 paramètres à prendre en considération. Sachant que ces paramètres sont en interrelation les uns aux autres, et en fait, l'idée, c'est d'essayer de trouver une sorte de valeur référence qui nous rapproche le plus des scénarios, enfin, en tout cas de ce qu'on observe en 2018 par rapport au départ de 2006. Et une fois qu'on aura fixé ces valeurs de paramètres, l'idée après, ce sera d'avoir des plages de valeurs répondant au scénario évoqué. Et pour trouver ces plages de valeurs avec lesquelles on va faire évoluer les paramètres, il va falloir qu'on mette en place tout un tas de méthodes, notamment des tests de sensibilité, qui vont nous permettre de classifier par ordre d'importance les paramètres entre eux. Donc, par exemple, si je prends le paramètre démographique, peut-être qu'il aura une importance 100 à 1000 fois supérieure que le paramètre, mettons, pluviométrique. Juste un exemple, comme ça, à la louche, histoire d'illustrer mon goût. Et tout le travail, en fait, consiste à véritablement déterminer les degrés d'importance de chacun des paramètres et leur interrelation les uns avec les autres. Donc, d'avoir une vision d'ensemble du fonctionnement du modèle et de sa représentation dans un espace délimité. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Oui, merci, ouais. Moi, j'avais en rebondissant, c'est une question que je me pose en fait. Dans d'autres travaux faits par ailleurs, on avait d'une certaine façon vu des connexions entre différents scénarios, certains pouvant être considérés comme des manifestations ultérieures en quelque sorte. Enfin, certains pouvant être considérés plus simplement comme des situations de transition entre une situation actuelle et puis des situations futures, en étant en quelque sorte des points de jonction critiques. Et dans ce travail-là, qui était uniquement qualitatif, ce que l'on regardait, c'était le changement d'état, les changements d'état des variables, des forces motrices, qui permettaient de comprendre pourquoi on passait, par exemple, on serait passé de, je ne sais pas, de zone de SOS NIAI à zone minée, ce qui pourrait être compréhensible. On vire les gens et puis on installe. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être représenté de façon, avec des indicateurs sur ces changements d'état des variables concernées, ou est-ce que ça c'est pas du tout quelque chose que la modélisation permettrait de faire? En fait, tu peux tout faire en modélisation, mais ça dépend de d'où tu décides ton intervention. Tu vois, on peut très bien simuler zone minée puis écrire dans le modèle à partir de 2030. Il y a un exode et il y a des trucs qui arrivent. Et du coup, on met une rupture et le modèle va le reproduire. Ouais. Mais du coup, l'intérêt, tu vois, il faut voir quel est l'intérêt. Si on écrit les mines arrivent en 2050, il le reproduira. Ouais. Mais par contre, on peut aussi le laisser partir, le modèle, et voir jusqu'à quand le SOSNIAL devient, il n'y a plus rien. Tu vois, jusqu'à quand ils vont trop pomper pour cultiver, et du coup, là, tu rajoutes un processus exode, parce qu'à partir d'un tel revenu, les gens partent. Tu peux tout faire, mais... Donc ce travail-là, ça serait qualitativement de
d'identifier ce qui la nature de la rupture et de voir ensuite si dans le fonctionnement du modèle, il y a des simulations qui font qu'on se rapproche progressivement de cette modalité de rupture. Surtout, je regarde l'impact de la rupture, en fait. Ouais. Et ce qu'on voudra tester, c'est selon la temporalité de la rupture. Parce qu'on a ici, et ça c'est pour les politiques aussi, ça peut être, est-ce que c'est maintenant que vous devez commencer à faire cette réglementation? Parce que si dans 15 ans vous la faites, c'est trop tard. Est-ce que ça peut être aussi sympa à regarder ça? Donc, Pardon, j'avais juste deux questions qui prolongeaient un petit peu. La première question, c'était, vous avez identifié le sujet, c'est un sujet de société, voilà, sur lequel la recherche avec ses partenaires, sur lequel ils ont planché. Je veux savoir comment est-ce que vous, les partenaires, s'impliquez sur la suite, sur le débat public, comment est-ce que vous procédiez en termes de méthode, d'engagement. Et le deuxième point qui en découle, c'est que vous aviez parlé un peu de risque sur de la quantification. Et on est dans un cas de généralisation, globalisation de New Public Management, d'Evidence-Based Policy. Vous aviez parlé du risque, mais comment est-ce que vous prenez en compte ce risque de la quantification pour les décideurs? C'est des questions de perspective. Sur la dynamique, je commence et je te laisse finir parce que c'est toi qui la reprends. C'est la dynamique, tu étais là au début, c'était il y a eu une dynamique très forte avec les participants des ateliers qui après se sont retrouvés, je ne sais pas, une vingtaine de fois peut-être, pour écrire. Ils ont tous écrit le scénario du film, choisir les couleurs, les machins. Enfin, il y a une très très grande implication. On a fait à peu près 25 restitutions. On a vu la maire de Dakar, je ne sais pas si c'était là à cette époque déjà. Mais il y a eu une dynamique énorme pendant un an et demi peut-être. Vraiment, on était tout le temps en lien et ils ont eux-mêmes restitué seuls. Ça a quand même ce projet. Il y a un des participants qui a lui-même refait sa prospective avec d'autres gens à l'UPAR, qui a refait sa prospective, mais du coup qui s'est donc bien emparé de la méthodo et du sujet. Il y a quand même le projet FAIR du CIRAD qui se base sur cette prospective pour aller plus loin dans l'agroécologie. Et typiquement, les résultats de faites gaffe avec votre agroécologie, si vous ne regardez pas autre chose, ça peut alimenter ce projet. Enfin, il y a eu toutes ces choses, c'est monté à la DEFCO, surtout à présenter le film à la DEFCO. En fait, ça a été diffusé beaucoup plus que ce qu'on avait prévu à la base. Moi, je suis partie du Sénégal. Ça s'est arrêté. Le Sénégal a arrêté de vivre. Ça s'est arrêté, les gens ont arrêté de se retrouver comme ça. Je pense que ça continue, il y a des retours comme ça. Puis il y a Robin, tu vas reprendre avec eux. On va reprendre ensemble, dans le cadre du projet FAIR, sur en quelque sorte la scénarisation de l'agroécologie. Dans le projet FAIR, on a fait la même chose à FATIC, mais à FATIC, on a fait tout le travail de collaboration scénario plus la dimension agroécologie. Donc, le parti pris, c'est de ne pas avoir une entrée sur quel futur pour l'agroécologie, parce qu'on avait peur, et par expérience, on s'en aperçoit que du coup, on reste vraiment dans le domaine assez sectoriel, et donc du coup, on va rester sur des déterminants très agricoles liés à la biologique, etc. Et du coup, on a plutôt une approche territoriale, c'est aussi pour ça qu'on est dans une connexion avec le CTS. On a cette dimension territoriale qui est de dire finalement, c'est un cadre de transformation du territoire qui nous intéresse, les futurs du territoire, pour ensuite les décliner sur un certain nombre de problématiques. Et donc, c'est ce qu'on va faire sur les MIAI en reprenant ces scénarios et en les problématisant par rapport à la dimension agroécologique. Pour la relation avec la décision publique, je vais revenir sur mon dada habituel qui est la quantophrénie. C'est-à-dire cette croyance obsessionnelle qu'à partir du moment où on a un chiffre, on peut prendre toutes les décisions qu'on veut parce que le chiffre nous dit que c'est ça qu'il faut faire. Et aussi cette croyance sur ce qui s'appelle le evidence-based policy, qui là encore n'existe pas parce que comme une politique est censée transformer le présent, parce qu'on ne fait pas de politique pour le passé, on fait une politique pour l'avenir. Donc la posture de dire toutes nos décisions doivent être evidence-based. Si c'est de l'evidence-based qui est fondé sur le passé et sur le présent, eh ben, on a un problème heuristique très important quand même. Et donc nous, mais là c'est. Alors qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que chercheurs, alors la première chose c'est cette idée que je n'ai pas développée, mais si vous avez participé à la formation qui aura lieu peut-être l'année prochaine, il y a cette idée de conscience du futur, qui est, à mon avis, extrêmement importante. En termes d'action publique, des décisions politiques sont prises dans les démocraties par des décideurs qui sont censés être élus et donc qui sont censés représenter aussi les aspirations des citoyens. Donc, cette idée de la conscience du futur, elle n'est pas seulement une conscience des
une conscience du domaine politique, elle est aussi une conscience des citoyens. Donc, le fait que des actions, enfin, des organisations comme ENDA et autres associations aient accès à cette et se soient dotées de cette capacité ou cette compréhension que tout ne peut pas être evidence-based, puisqu'on ne le sait pas, mais que par contre on peut redécouvrir le présent par l'intermédiaire de ces approches-là. Ce n'est pas pour autant qu'on est capable de convaincre un politique ou des décisions publiques à tous les coups. Le risque, il est là, on en est conscient. Et puis, après, avec une certaine dose d'optimisme, on peut se dire que peut-être que si on n'avait pas fait tout ce travail-là dans l'INIAI, il y a des tas de choses qui ne se seraient pas produites. On ne sait pas du tout. Alors, encore une fois, je vais revenir juste pour finir sur là-dessus. Au départ, on n'avait pas du tout l'intention de fournir, de faire un travail ayant une dimension action publique, puisque c'était vraiment un truc méthodo entre deux chercheurs. Et ça peut permettre aussi de voir que finalement, il y a des actions un peu, c'est pas vraiment de la sérendipité, mais un petit peu, quoi. On a fait quelque chose qui finalement donne un résultat qui va au-delà de ce qu'on s'était fixé comme objectif. Mais pour le risque, tu vois, Jérémy, qui en plus, on a des collègues politistes qui en savent beaucoup plus que nous là-dessus. Et moi, j'aurais vraiment envie de travailler aussi dans ce croisement de disciplines pour voir aussi comment des politistes pourraient se saisir de ces démarches, de cette réflexion sur l'usage du futur dans le cadre de l'action publique, qui n'est pas vraiment le domaine sur lequel je travaille, même si on est toujours un petit peu dedans, quoi. En tout cas, le but, c'est pas d'être solution. C'est pas de dire ça va créer ton emploi. Mais par contre, le risque, il est que ça soit interprété de cette façon. Ça se montre pas. Voilà. Et Vincent, tu voulais reprendre? Oui, alors, moi, il y a une autre remarque que je voulais faire, qui n'est pas une critique sur la démarche, mais qui est inhérent à toute prospective. Si ça marche, soit il y a une assemblée, tout le monde tourne en rond et parle de la même chose, là, ça peut être pas très bien marché pour une prospective, soit nécessairement, on fabrique des scénarios contrastés. Parce que c'est là qu'il y a de l'information, qu'il y a des choses différentes. Sinon, c'est une mélasse uniforme et on ne sort pas en quelque sorte du marasme du présent. Et le fait d'aller vers des scénarios contrastés, ça produit quelque chose qui est en discordance avec la nécessité de la conduite des affaires qui demande de cheminer au milieu du chemin et pas d'aller se mettre dans le fossé ou sur le talus. Ça demande d'avoir des conduites mesurées et équilibrées qui vont peut-être prendre un certain cap, mais qui restent au milieu. Sauf si il se produit un événement, mais en général, ça c'est pas sous contrôle, qui fait que la société mute complètement parce qu'il s'est produit, je ne sais pas quoi, la révolution industrielle, enfin, la disponibilité d'une énergie soudaine et qui change complètement la manière dont on fonctionne. Ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux numériques à l'échelle de la planète, mais ça, quand c'est enclenché, on le subit, on ne le conduit pas, on est en bonne partie passager du véhicule, surtout si la chose n'est pas pensée, n'est pas entrée dans les consciences comme quelque chose dont il faut prendre le contrôle dans la société. Ce qui, pour le numérique, par exemple, n'est pas du tout le cas, c'est un truc qui fonctionne tout seul et qui échappe largement. Donc, et c'est ce que vous avez soulevé, en fait, hein, la difficulté ensuite de dire, ah oui, mais quelle politique il faut mettre en place là, cas aujourd'hui ou demain, pour aller plutôt dans cette direction-là. Est-ce que ce n'est pas un peu inhérent à la démarche? Et est-ce que ça peut inspirer une réflexion ultérieure ou postérieure à faire quand on a lancé des scénarios sur la comète pour revenir à la réalité? Il y a une autre remarque qui est exactement du même ordre, c'est que le mode de pensée occidental a tendance à raisonner par les extrêmes, par les frontières, par les bornes. Et c'est un mode de raisonnement qui s'applique très très mal au système vivant. Les systèmes vivants fonctionnent au milieu et diffusent un peu partout avec des choses complètement éparses qui se perdent aux marches ou qui éventuellement survivent et donnent une nouvelle initiative. Et ça donne, quand je ne vais pas le faire là, mais si on analyse un petit peu, on se rend compte d'une discordance dont on n'arrive pas à prendre conscience entre les modes de pensée que l'on mobilise dans la pensée
issu des Lumières, des anciens Grecs et des Lumières, hein, pour le dire, et la façon dont fonctionne le vivant. On pense en règles radicales, on pense en règles exactes, on pense en règles qui s'imposent avec des frontières strictes. C'est pas du tout comme ça que fonctionne le vivant. Je pourrais donner un ou deux exemples, mais si on s'est compris, c'est peut-être pas nécessaire. Mais ça donne des résultats complètement paradoxaux aux politiques que l'on engage souvent, aux schémas que l'on met en œuvre. Par exemple, prenons un exemple dans le vivant. Si vous interrogez n'importe qui connaît un petit peu de biologie, n'importe quel médecin, vous dites qu'est-ce que ça fait si tu lui donnes des antibiotiques à tour de bras? Il va vous répondre bon, il va vous dire ça fabrique des polyrésistances. Et après, on s'en sort plus. Bon, il n'empêche que les antibiotiques sont prescrits partout par des médecins et que l'OMS a dû pousser dans à peu près tous les pays du monde des campagnes qui s'adressaient fortement aux médecins et qui disaient les antibiotiques, c'est pas automatique. Ce qui veut dire que le comportement de fait était un comportement automate. Ah, j'ai telle fille, j'applique telle fonction. C'est un comportement de loi exacte, radicale, avec des frontières. Ça montre bien que les gens qui sont réputés être éduqués en biologie raisonnent sur des modes qui sont typiques de la pensée rationnelle, rationalisante, exacte. Et qui, voilà, et j'espère que je n'ai pas noyé le parallèle qu'il y a entre le fait de raisonner des situations contrastées et donc très extrêmes, et puis le fait qu'à la fin, la conduite, elle doit être raisonnable et équilibrée, et mesurée en fait. Elle ne peut pas être tout noir ou tout blanc. C'est quelque chose d'assez fondamental. On le retrouve aussi, et c'est pour ça que ça m'a intéressé de me pencher sur la discipline de l'anticipation, parce que une des postures dominantes encore aujourd'hui dans la construction de scénarios est une posture qui est fondamentalement ancrée sur une pensée aristotélicienne, donc dichotomique. Ça s'appelle la matrice des incertitudes critiques, dans laquelle on va opposer des situations extrêmement contrastées et faire de ces situations contrastées des éléments constitutifs de scénario. Les démarches de type collaboratif, bien évidemment, il y a toutes les approches de type visionning, hein, où on se construit un modèle, un monde parfait, utopique, et puis on les oppose à des mondes dystopiques. C'est vrai que ça, c'est très prégnant ça a été très prégnant dans la réflexion et dans les démarches de construction et en particulier dans l'utilisation d'un certain nombre d'instruments. Aujourd'hui, des exemples comme la collaboration de scénarios telle qu'elle est proposée là, certes, on est dans des situations contrastées, mais ce ne sont pas des situations manichéennes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, même si quelque part dans notre façon de travailler pour stimuler la participation des gens, on va parler de désirabilité ou de non-désirabilité, on essaie de s'affranchir de ça à un moment donné. Et l'idée, c'est plutôt de balayer des horizons, des alternatives, des horizons possibles pour montrer qu'il y a une grande diversité de représentation du futur et que cette grande diversité de représentation du futur, elle est en fait l'expression d'une grande diversité dans le présent. La difficulté du politique, c'est que lui, il va nous dire, enfin, si je caricature un petit peu, il va dire, mais moi j'en veux un, il faut que j'en choisisse un. Et tu vois, quand tu dis cheminer au milieu du cheminement, eh ben, c'est une posture totalement aristotélicienne, dans le sens où on dit, j'oppose celle-là à tout le reste. Alors qu'on pourrait se dire, je vais cheminer entre différents chemins, je connais les bifurcations possibles, j'ai une certaine idée des obstacles, et je vais avoir une flexibilité pour finalement avoir à certains moments la capacité à m'écarter du chemin, quitte à même à ne pas y revenir et produire un nouveau chemin. Et ça, c'est pas la pensée, pour moi, c'est pas la pensée politique. La pensée politique, elle est totalement, aujourd'hui occidentale en tout cas, elle est totalement ancrée dans cet héritage. Et donc, sur l'exemple des toubibs, des médecins, là, on est clairement dans une dimension que moi j'aime bien solliciter, c'est celle en anglais on appelle ça les habits of thought, les habitudes de pensée, donc les comportements habituels acquis par des référentiels dont on dispose et qu'on va mobiliser en fonction des circonstances. Il se trouve que quand tu es, et ces circonstances changent, quand tu vas interroger un médecin pour lui demander, poser la question, il va utiliser un référentiel qui est le référentiel de la connaissance du savoir scientifique, qui dit effectivement on va créer des résistances.
Mais quand il est dans la posture du soignant, il utilise un référentiel qui est totalement différent, qui est le référentiel de sa formation, de son éducation et de sa connaissance par rapport à ce contexte-là. Et donc, du coup, tous les êtres humains naviguent en permanence entre ces différents référentiels. Ce qu'on essaie de faire avec l'anticipation, c'est d'élargir, si je peux dire, c'est d'élargir ces référentiels. Mais le problème, c'est que la difficulté qu'on a, c'est que ce ne sont pas des référentiels que l'on vit, ce sont des référentiels que l'on imagine. Et donc, du coup, on ne peut pas y faire appel pour structurer notre action. Et c'est pour ça, notamment, que sur le changement climatique, même si on est conscient de ça, on n'a pas les référentiels de comportement, enfin, les habits of thought, les habits of behavior, les habitudes de comportement, qui font qu'à un moment donné, on pourra sauter et mobiliser ces référentiels-là au bon moment quand on en aura besoin. C'est toute la difficulté, je pense aussi, de l'ancrage de ce travail. Il y a toute une réflexion de l'anticipation à l'action, mais ça fait depuis les années 70 avec Baudet, on se pose la question comment passer de l'anticipation à l'action. Si on met ça en perspective avec cette histoire d'habitude de pensée, habitude de comportement, on comprend mieux où sont les difficultés qui font que, même si on s'ouvre, comme j'avais dit dans le dernier partie du tableau, la flexibilité, l'ouverture, etc., cette ouverture-là, elle n'est pas soutenue par des pratiques connues qui font qu'on sait où on va et on sait ce qu'on fait. Et nous, on est quand même des êtres d'habitude, fondamentalement, individuellement et collectivement. D'où, voilà, c'est pas gagné. Oui, et puis moi j'ajouterais que justement, toi tu avais l'air de me dire que montrer des scénarios aussi extrêmes alors que nous on a besoin d'être dans le rationnel, ça pouvait faire un effet pas produit, mais c'est ce qu'on veut en fait. C'est que les gens, dans leur rationnel, dans leur habitude, on veut leur provoquer un changement de chocation. Je suis entièrement d'accord avec ça. Hein. Je voulais montrer le contraste et le fait inhérent à cette démarche quand elle fonctionne. Et ensuite, c'est assez discordant avec la mise en marche pour mener une conduite politique. Parce que, sauf sous dictature violente, la politique ne passe pas par des... Enfin, elle peut passer par des extrêmes, mais en général, c'est assez focalisé sur un certain nombre d'objets. On ne vise pas que la politique aussi. Justement, on vise les citoyens, le débat public, les manières de penser individuelles, les manières d'agir individuelles, l'action collective. C'est synthétiser une certaine réalité pour permettre d'appréhender une complexité. C'est caricaturé, un archétype un peu... En fait, à travers le scénario, finalement, c'est d'essayer de créer des référentiels, mais élargir ces référentiels, qui sont peut-être limités à la base, pour permettre, en tout cas, permettre d'améliorer finalement une compréhension, une appréhension et une complexité. Parce qu'en fait, les situations sont tellement complexes que d'avoir une vision holistique, parce que pareil, tout à l'heure, on parlait d'événements qui viennent complètement chambouler l'existant ou remettre en question des paradigmes, mais en soi, c'est pas un événement particulier. À quel moment on place la temporalité? Parce que c'est par exemple le 11 septembre. Qui c'est le 11 septembre? Des avions qui rentrent dans son tour pour changer de paradigme, etc., dans les géopolitiques internationales. Et en fait, le 11 septembre, il est la résultante de plusieurs événements qui commençaient bien plus tôt. Donc, est-ce qu'on se base le 11 septembre ou est-ce qu'on se base un peu plus tôt? Et donc, en fait, quand on cherche à caractériser une situation complexe qui dépasse la simple appréhension, on est bien obligé, en fait, de synthétiser et de fixer des référentiels, de fixer des dates butoirs, ou des dates clés, ou des éléments communs, de manière à pouvoir finalement discuter de ces événements et pouvoir les comprendre et les mettre en lumière et pouvoir ensuite développer et construire par-dessus, etc., etc. Et du coup, en fait, moi je trouve que c'est une super approche en fait, dans cette capacité de pouvoir permettre aux gens, peu importe leur passé, leur expérience, etc., de pouvoir appréhender une complexité. Parce qu'il faut bien se rendre à l'évidence, quand on parle de réchauffement climatique par exemple, je me défie quiconque de pouvoir appréhender cette question de manière globale. C'est tellement complexe, les phénomènes en jeu sont tellement complexes que personne ne peut avoir la capacité, intrinsèquement, en tant qu'individu, être humain, de comprendre la complexité de sa globalité. Et donc, justement, d'avoir ces référentiels et d'élargir ces palettes de référentiels, je pense que c'est vraiment là la clé. Et c'est en ça que la modélisation, à la fois qualitative ou quantitative, elle peut opérer de concert, en fait. Parce qu'elles viennent
elles viennent en interrelation, dialoguer les unes par rapport aux autres et se répondre et créer encore davantage de possibles. Avec l'idée de rendre plus compréhensible une complexité. En fait. Moi, de toute façon, depuis que j'ai mis une vidéo sur Niaï, là, je trouve que c'est super ce que vous avez fait. Voilà, c'était un très bon mot de conclusion. Merci Florent. Et je voulais remercier, je pense qu'on est arrivé au bout de notre séminaire de cet après-midi. Ça pourrait être l'occasion d'avoir des prolongations sur la poursuite effectivement des dynamiques que vous menez en modélisation, en accompagnement et puis d'autres projets qui en résultent. Merci Jean-Baptiste et Tristan d'être restés jusque-là avec nous. On a eu jusqu'à 10 personnes connectées, donc c'était satisfaisant aussi d'avoir autant de collègues connectés. Jean-Baptiste, pas de questionnement, je pense que tu connais bien le sujet. Extrêmement aussi. Bien. C'est pour ça. En tout cas, merci aussi à vous d'être restés si longtemps. Merci à vous. Je pense qu'on aura, effectivement, c'est un super exemple, je trouve, de la diversité d'approches, de disciplines, de compétences à Tétis et ailleurs. Donc voilà, c'est un bon travail d'interdisciplinarité, un super exemple pour ça. Encore félicitations, Robin et Camille.